Avec Univers Gaïa, je prends soin de moi. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur cette 7e édition de l'émission À l'écoute de sa réalité, une émission que nous reprenons donc ce mois-ci en septembre, oui. Une émission d'1h30 proposée par Radio Univers Gaïa. Je suis donc Paul Pironnet avec mon compère Guillaume Andreu. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie d'un invité d'honneur, David Laroche, le plus jeune spécialiste français de la confiance en soi. Alors concernant la technique, si vous rencontrez un problème de son, je vous invite à réactualiser la page de votre navigateur Internet. Sinon, sachez que vous retrouvez de toute façon cette émission en podcast sur le site de la radio. Je vais maintenant laisser mon ami Guillaume nous dire quelques mots sur le sommaire de cette émission, dont le thème ce soir est la confiance en soi, cette étape pour libérer ce potentiel que nous avons en nous et réussir là où vous craignez parfois d'échouer. Guillaume, c'est à toi. Yes, bonsoir Paul, bonsoir David, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs qui nous écoutent donc pour cette reprise. Alors, donc ce soir, qu'est-ce que nous allons voir ensemble? Dans la première partie, déjà, nous allons découvrir qui est David Laroche. Donc son identité, son chemin de vie, ce qui l'a amené à devenir qui il est aujourd'hui. Donc ce jeune homme inspirant, ambitieux, doué pour la réussite, qui sait comment transmettre l'énergie de la confiance en soi. En deuxième partie, entre 21h20 et 21h40, nous parlerons de la stratégie de l'interview. Sa stratégie de l'interview qui consiste à rencontrer des grands leaders français et américains, des gens inspirants dans le domaine dans lequel nous souhaitons réussir. En troisième partie, entre 21h40 et 22h, nous découvrirons la fameuse méthode en 7 étapes pour libérer son potentiel et réussir, que David a élaboré en faisant la synthèse de ce qu'il a appris en formation, la PNL entre autres, ainsi que des secrets de réussite qui lui ont été dévoilés lors de ces fameuses interviews. Puis en dernière partie, entre 22h et 22h30, nous proposerons donc aux auditeurs de nous rejoindre. Donc s'il y a quelques personnes parmi vous qui ont envie de poser des questions à David ou qui ont envie de témoigner parce qu'ils ont déjà participer à ces conférences ou déjà suivi de ces formations. Vous pouvez nous appeler donc à partir de 22h au standard de la radio au numéro 09 70 46 22 41. Donc vous aurez Max en ligne qui nous mettra ensuite en relation pour qu'on puisse parler et discuter avec vous. Voilà, donc je vous laisse découvrir David. Paul, je te propose de prendre la relève pour interroger David sur qui il est. Oui, merci Guillaume. Alors, bonsoir David. Alors, bonsoir à tous. On se connaît bien, ça fait des années maintenant qu'on se croise et qu'on se recroise dans différents contextes autour de la formation. Donc, très heureux de lancer cette 7e émission avec toi David. Alors, pour commencer, une question me vient. Si tu avais à nous dire comme ça en quelques mots, qui es-tu? Qu'est-ce qui te vient comme ça tout de suite? Alors, je m'appelle David Laroche. Et ce qui m'anime le plus, c'est de partager un message qui est le fait que c'est possible. Alors quand je dis c'est possible, c'est nos objectifs sont possibles et que ça commence maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes et peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui lisent des livres, qui font beaucoup de formations et je trouve que c'est génial d'investir sur soi. Mais ce que j'adore aussi, c'est le passage à l'action pour arriver à transformer ces connaissances et commencer à les exploiter. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aider les personnes à passer à l'action pour avoir des résultats. Alors justement, toi qui as une histoire, alors bon, je te connais un petit peu, mais tu vas pouvoir nous dire, toi, qu'est-ce qui, dans ton histoire, qu'est-ce qui a été marquant et qui a fait le jeune homme que tu es aujourd'hui, parce que je crois que tu n'as pas toujours été, tu as eu tes petites difficultés de vie, et donc justement, qu'est-ce qui d'abord tu as rencontré comme difficulté, et puis ensuite, qu'est-ce que tu as dû dépasser pour en être là où tu en es aujourd'hui? Donc, effectivement, la première difficulté, ça a été ma timidité. Alors, je tiens à dire que j'ai eu une enfance, voilà, qui ordinaire, simplement. J'ai souffert d'une grosse timidité, c'est-à-dire
une incapacité à passer à l'action. J'étais tout le temps en train de me comparer aux autres, avoir peur du regard des autres et surtout à culpabiliser le soir de ne pas avoir saisi des opportunités ou m'être exprimé. J'arrivais pas à parler en public, j'arrivais pas à juste avoir envie de dire, j'avais envie de dire oui ou dire non et de ne pas le faire. Et en fait, je passais mon temps à être dans cette frustration de ne pas arriver à exploiter mon potentiel parce que paradoxalement, j'arrivais à sentir, je me disais, mais je sens que j'ai un truc en moi, mais comment ça se fait que j'arrive pas à l'exploiter? Comment ça se fait que je suis pas confiant? Comment ça se fait que j'arrive pas à être charismatique? J'arrive pas à être à l'aise avec les gens? Pourquoi la communication, c'est si dur? Et, et je le vivais suffisamment mal pour d'ailleurs avoir des belles maladies psychosomatiques toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pendant, en fait, quasiment toute mon adolescence, où j'enchaînais angine, angine, angine. Donc ça a été la première souffrance qui m'a d'ailleurs bien aidé à décider de changer. Alors justement, parce que c'est tout ça qui est intéressant dans ton parcours à toi, qu'est-ce qui était le vecteur comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors que tu étais sous cette pression, un petit peu de cette difficulté à t'exprimer, à prendre ta place, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il se passe un truc dans la tête de David et qui tout d'un coup enclenche un autre positionnement? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, les déclics, quels ont été mes déclics pour m'aider à changer? Et il y en a plusieurs. Le premier, ça a été que c'est cette souffrance que j'avais. J'aime bien dire, voilà, quand on a assez souffert, on commence à changer. Et il y a un truc dont je parle plus souvent maintenant, c'est ma mère, elle a joué un rôle à un moment donné bien précis, c'est-à-dire que quand me demandait David, mais comment ça va? Eh ben, je répondais toujours ça va. Non pas parce que j'avais envie de mentir aux autres, mais j'avais vraiment appris à mentir à une personne, c'était moi-même. Et avec ma mère, j'étais à peu près authentique avec elle. Et quand elle me demandait comment ça allait, ben, en fait, je me plaignais. Je me plaignais de ne pas avoir la vie que je voulais. Je comprenais pas pourquoi j'existais. Et je comprenais même pas pourquoi je vivais. Et une fois, ma mère m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, écoute, David, si ta vie, elle ne te va pas, tu la changes, mais je veux plus que tu te plaignes. Et à ce moment-là, bien précis, j'ai détesté ma mère pendant quelques temps. Mais ça a été la première baffe qu'il me fallait pour me dire, attends, en fait, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui me va pas, même si j'avais 15 ans, et je suis aussi responsable de ce que je peux en faire. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que vu que j'avais en parallèle ma timidité, mes maladies qui s'enchaînaient et ma mère qui a déclenché un truc, je me suis dit, je ne sais pas si je vais réussir à changer, je ne sais pas combien de temps ça pourrait prendre, je ne sais pas comment changer, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que je vais m'impliquer pour changer. Et je ne finirai pas ma vie en me disant que j'ai rien fait pour changer. En fait, donc ce qui était le plus important pour moi, c'était de m'impliquer et faire des choses pour arriver à amorcer un changement. D'accord, mais j'imagine, bon, tu avais quel âge toi à l'époque? Tu avais quoi, 17, 16, J'avais 17, 15 ans. 18 ans? J'avais 15 ans. 15 ans. Alors 15 ans. déjà à 15 ans, les choses ont commencé à bouger pour toi. Et après, parce que bon, c'est pas tout de pouvoir passer à l'action, mais encore faut-il savoir où est-ce qu'on veut aller. Il y a quelque chose qui a dû se passer là, parce que Ça, c'était le premier déclic, ouais. autant avant ce déclic, tu dis j'étais focalisé sur mon problème, tu en parles même très bien, j'avais mon gros problème de timidité. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu focalises sur autre chose? En fait, donc, en passant à l'action, j'ai commencé à faire tout un tas d'expérimentations, parler à des inconnus, m'inscrire au rugby, m'inscrire au théâtre. Et ça commençait à aller mieux sur ces 3 ans. Alors, j'étais plus malade, je commençais à m'épanouir. Mais mes résultats mettaient longtemps à arriver. Et du coup, à 18 ans, je me suis dit, mais si je continue à ce rythme-là, je serais peut-être confiant, mais à 95 ans. Et là, j'ai eu un deuxième déclic, ça a été de me dire, pour apprendre le piano, si on veut aller plus vite, on peut prendre des cours de piano. Si on veut aller plus vite dans le dessin, on peut prendre des cours de dessin. Pourquoi ça ne serait pas pareil par rapport à la communication, à la confiance, au charisme, à la réussite? Et là, j'ai consulté l'oracle, comme dit Philippe Gabillet, un ami, et j'ai tapé confiance en soi Ok. sur Google, j'ai tapé séduction, communication, et j'ai découvert qu'il y avait un monde que je ne connaissais pas, qui s'appelle entre autres le développement personnel. Et là, entre mes 18 et mes 20 ans, j'ai commencé à me dire, attends, David, tu vas utiliser les jobs d'été, c'est-à-dire l'argent que je gagnais, pour investir sur moi. Et en l'espace de 2 ans, voilà, je lisais tous les livres que je pouvais, je participais à tous les séminaires, j'écoutais tous les audios. Ça commençait à s'accélérer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fini par te rencontrer en me disant, je veux absolument faire une formation PNL, puis Ennéagramme, puis hypnose, puis des stages sur le charisme, des stages sur la confiance. Mais j'avais encore j'ai rencontré une troisième frustration, c'est me dire, mais en fait, plus je me forme, plus j'apprends, plus je lis, plus je sens que mon potentiel, il augmente. Et pourtant, mes résultats, ils sont pas à la hauteur de ce que j'apprends. Quand tu Et parles de résultats à ce moment-là, c'était quoi les résultats concrètement que tu attendais? les résultats que j'attendais, c'est par exemple être capable en soirée avec des amis j'ai envie d'aller aborder une personne, de le faire
comme ça. J'ai D'accord. envie, par exemple, de créer une association plutôt que d'en parler pendant 10 ans, de le faire. J'avais envie de créer mon entreprise plutôt que simplement d'en parler, de le faire. J'avais envie d'interviewer des gens qui sont reconnus, voire inaccessibles, de le faire. Faire mes conférences, de le faire, parler en public, tout ça, c'était des choses qui étaient importantes pour moi. Et ça m'était longtemps arrivé. Et donc le troisième déclic, en plus c'était sur le chemin pour aller te voir, et je discutais avec un entrepreneur et il me dit, David, c'est incroyable tout ce que tu sais. Alors du coup, il avait envie d'être gentil avec moi à ce moment-là, mais en fait, il m'a mis une troisième baffe, inconsciemment. C'est-à-dire de me dire, waouh, mais comment ça se fait que ce type qui a beaucoup plus de résultats professionnellement, socialement, financièrement dans sa vie, me dit à moi que j'ai beaucoup de connaissances et que c'est admirable. Et je me suis dit, mais attends, il y a peut-être un truc au niveau de l'action que tu n'as pas encore saisi. Et là, j'ai commencé à me passionner de comment je peux aller exploiter à fond et à 100% tout ce que j'apprends. Plutôt que de lire un livre en me disant, ouais, il est génial et de le ranger, comment je peux faire les exercices du livre, comment je peux faire un séminaire, par exemple ceux avec toi en PNL, et commencer à appliquer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans la semaine qui a suivi mon stage de PNL avec toi, je ne sais pas si je te l'avais dit, j'ai fait une conférence, c'était ma première conférence qui était justement dans la rue. Donc voilà, c'était de développer une intelligence à comprendre comment passer à l'action pour exploiter tout le potentiel qui se développe en moi et donc dans toutes les personnes qui nous écoutent. Parce que je sais qu'on a tous des dons, simplement c'est notre job à nous de les révéler, de les exploiter. Ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, là, c'est qu'en tout cas, il y a un point qui semble avoir été très très important en termes de changement, c'était passer du pourquoi j'ai des problèmes à comment je veux obtenir ces solutions, quoi. Ça, c'est ouais, effectivement, ça c'était mon premier déclic, effectivement. Et Ok, du coup, et alors après, ça aujourd'hui, a engendré, voilà, juste pour préciser, que ce premier déclic a engendré un deuxième challenge. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, il n'y a pas de solution. Puis, je vais trouver des solutions. Et je suis rentré dans un mode où j'attends la solution miracle. Donc, c'était le prochain livre va me sauver, la prochaine formation va me sauver, la prochaine personne va me sauver. C'est pour ça que le dernier déclic m'a permis de me rendre compte que tout ça, ce qui est extérieur, c'est intéressant et c'est passionnant. Mais ça l'est à condition que je décide de l'utiliser et de transformer ma vie avec. d'accord. Ok, donc ça a été du coup après un mouvement on pourrait dire, de croissance et d'évolution important. Et aujourd'hui, alors comment tu as organisé ta vie? Alors, en fait, j'ai organisé ma vie autour de ce qui me passionne le plus. Alors, du coup, ça me permet de répondre à une autre question, qu'est-ce qui me passionne le plus? J'adore rencontrer des gens qui m'inspirent de différents univers. Et à la base, j'ai fait des études d'ingénieur et j'adore décortiquer comment fonctionnent les choses. Et entre autres, aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est ordinaire finit par s'offrir une vie extraordinaire? Et dans tous les domaines, que ce soit le sport, que ce soit le théâtre, que ce soit la comédie, que ce soit un entrepreneur, un formateur, un coach, j'adore aller rencontrer, interviewer des personnes pour leur demander comment vous faites pour arriver au niveau où vous êtes. Décortiquer ça, appliquer ça dans ma vie, l'agrémenter des formations que je fais, tout appliquer et ensuite transmettre au travers de mon blog, de mes sites, de mes conférences ou de mes coachings pour aider les gens à s'offrir une plus belle vie. Alors là, on peut dire et rappeler que tu as une présence sur Internet qui est assez importante, notamment à travers un blog, on y reviendra à la fin de l'émission. Hein, on peut déjà parler d'attitude gagnante, hein, puisque je pense que en tout cas, tu es connu d'un certain nombre de personnes déjà à travers ces nombreuses vidéos où on sent effectivement cette passion d'aller découvrir comment les gens ont réussi. Et c'est ce que tu vas pouvoir nous parler dans cette deuxième grande partie. Guillaume, toi qui nous écoutes, là, sans rien dire, est-ce que tu as une dernière question pour notre ami sur... Écoute, moi, j'ai pas vraiment une question, j'ai pas vraiment de question. Je dirais que je peux bien témoigner de tout ce que vient raconter David, puisqu'on se connaît bien aussi avec David. On s'est rencontrés dans tes formations, d'ailleurs, Paul, en l'occurrence. Et donc, moi, j'ai vu David évoluer, c'est-à-dire que je l'ai effectivement vu en formation. J'ai vu quelles étaient ses envies, ses aspirations, sa motivation à vouloir aller de l'avant. Et je le trouvais très dynamique et très inspirant déjà pour voir qu'on avait quand même une certaine différence d'âge. Et je me disais, ce gars-là, il a vraiment la niaque. Et puis quand on a monté ce fameux séminaire Expérience Diamant, d'ailleurs, qu'on a fait tous les trois, On s'est bien marré d'ailleurs. Ensemble, et ces différents séminaires. Et donc, tu m'as dit, tiens, va voir David, il pourrait nous aider à développer la partie marketing, web marketing, vidéo, etc. Donc, je l'ai contacté à ce moment-là. Et puis bon, j'ai découvert effectivement qu'il faisait des vidéos et qui se débrouillait bien parce qu'il avait commencé à le faire pour lui-même, en fait, à faire des petites vidéos pour donner des conseils sur Internet. Et puis, on a bossé ensemble sur ce séminaire. Et puis, il a fini par être coach, donc d'intervenir comme coach sur ce séminaire.
Et en fait, moi je l'ai vu évoluer au travers de ça, et puis ensuite il est parti comme une balle. C'est-à-dire que d'un coup, il a dit, ok, moi ma stratégie maintenant. Alors je l'ai vu aussi quitter son travail, c'est-à-dire toute la difficulté qu'il a eu à être avoir fait ses études d'ingénieur, être encore dans un boulot d'ingénieur, et à un moment donné être devant ce risque quelque part, je dirais au bord du pont, prêt à sauter à l'élastique, en se disant bon bah maintenant, moi ce que je veux c'est vivre de ma passion, ce que je veux c'est, j'ai que 22 ans, parce qu'à l'époque il avait 22 ans, j'ai que 22 ans et j'aimerais pouvoir faire des formations, j'aimerais pouvoir accompagner des gens, j'aimerais pouvoir faire des conférences, et voilà, il était au bord du pont, et à un moment donné, je l'ai vu sauter, quoi. Je l'ai vu toute la transition pendant laquelle il a amélioré ses vidéos, il a quitté son travail, et il s'est lancé et il a persévéré. Et donc aujourd'hui, il a un succès effectivement qui est quand même assez impressionnant. Et donc voilà, je confirme tout ce qui a été dit. Je peux en témoigner en tout cas, puisque moi je l'ai bien observé pendant toute cette période. Et j'ai vu son évolution. Alors on s'est un peu perdu de vue du coup depuis un certain temps, puisque on a chacun développé nos activités et que on est tous les deux partis sur des chemins, je dirais, parallèles. Mais en tout cas, voilà, je tenais à dire que ce garçon incarne ses stratégies, et quand il dit quelque chose, derrière, il le met en place, il le fait, il va jusqu'au bout. Et donc en termes de passage à l'action, c'est vraiment quelqu'un qui est à suivre, qu'on peut vraiment écouter par rapport à ça. Voilà. C'est vrai que pour ce que je connais de toi, David, je te tire mon chapeau parce que vraiment c'était une belle démonstration. Surtout qu'aujourd'hui tu as 25 ans. Hein. 24. 24. Ah mais non, t'as pas 25 ans. Ah, désolé. En moins de 2 ans. Combien d'interviews j'ai pas passé les critères, mince là. David, combien d'interviews en gros à ce jour? Alors, avec des Américains, on en a fait à peu près 70 et je dois en avoir une trentaine en français. D'accord. Et aujourd'hui, combien de personnes ont vu tes vidéos sur Internet? Tu as une idée à peu près? Alors, il y a plusieurs biais par YouTube, plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes. Ce qui fait quand même une magnifique réussite, en tout cas dans ce domaine, en tout cas pour ce qui était ta passion. Alors justement, on va pouvoir aborder ce deuxième point, justement, puisque tu vas nous décrire là, avec précision, pour le coup, les étapes qui te semblent importantes pour ça de traverser dans cette deuxième partie. Guillaume, est-ce que tu prends le relais par rapport à ça ou... Oui, alors en fait, je vais vous dire simplement ce qui va se passer en deuxième partie, et on va faire une petite pause musicale quand même pour respirer un petit peu, et puis ensuite on enclenchera sur cette deuxième partie, donc dans laquelle nous allons parler de sa stratégie de l'interview, parce qu'effectivement il a démarré par cette stratégie d'aller s'inspirer des leaders, d'aller décortiquer leur stratégie de réussite, et en fait d'aller voir et d'aller rencontrer des gens qui sont inspirants dans le domaine dans lequel on souhaite évoluer, ou dans lequel on souhaite passer à l'action. Donc en PNL, on pourrait dire c'est un peu la stratégie des mentors en quelque sorte. Donc on va parler de ça en deuxième partie d'émission. Super, écoutez, merci encore à vous pour votre présence sur cette émission. Donc on se retrouve pour cette deuxième partie dans quelques minutes, cette étape pour libérer votre potentiel de réussite avec David Laroche. Oui, merci encore d'être avec nous sur Radio Univers Gaïa. Nous sommes ce soir en compagnie de David Laroche et nous abordons cette deuxième partie centrée sur cette étape pour libérer votre potentiel de réussite. Alors, Guillaume, tu veux bien nous redonner un petit peu de précision sur ce programme avant de redonner la parole à David? Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement interroger donc David, et donc David te demander, voilà, en quoi en gros consiste cette stratégie de l'interview, c'est-à-dire comment cette idée t'est venue, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné t'es passé à l'action comme ça, et qu'est-ce que t'en as retiré au final de cette stratégie-là. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, je peux vous en dire beaucoup plus. Donc, effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lisais pas mal de livres donc, sur la PNL, et entre autres un livre qui m'a beaucoup inspiré par rapport à
à cette démarche qui est Réfléchissez et devenez riche, que je conseille vraiment à beaucoup de monde, qui a été écrit par Napoleon Hill, voilà, un des fondateurs international du développement personnel, parce que lui-même a allé, il y a 70 ans, étudier toutes les personnes qui réussissaient. Et en fait, je me suis dit, mais ce jeune a commencé à 25 ans à peu près, 23-25 ans, et a consacré 25 ans de sa vie à aller étudier les réussites, et du coup, a compris comment ça marchait. Et je me suis dit, bah tiens, mais c'est intéressant, parce que lui, il a fait ça. Ceux qui ont fondé la PNL sont allés interviewer les gens qui réussissent. Il y a Anthony Robbins aux États-Unis qui allait interviewer aussi, lui, quand il avait à peu près 20 ans, les gens qui ont réussi. Donc je me suis dit, il y a un point, il y a un facteur clé que je retrouve, et en parallèle de ça, eh ben, je me demandais, moi, tiens, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui me manque pour arriver à m'épanouir et à réussir dans ma vie? Et je me suis dit, ben, plutôt que de chercher un autre truc qui te manque, là, tu en as un sous les yeux que tu peux peut-être appliquer. Et je me suis dit, vu que je maîtrise très bien la technologie, vu que j'étais un ingénieur en informatique, que j'adore le montage vidéo, que j'adore la vidéo, j'adore la technologie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver entre les deux? Et en gros, aller sur les traces un peu de Napoleon Hill, mais cette fois en utilisant les nouvelles technologies. Et ça me permettrait de rencontrer des personnes vraiment intéressantes, inspirantes, rentrer en lien avec ces personnes-là, les questionner, avoir des réponses, publier ça sur Internet pour que ça puisse aider des personnes, tout en me crédibilisant, en me construisant. Et donc voilà, j'adore, on en parlera juste après, j'adore l'idée de faire ça par petits pas, donc je ne m'étais pas donné pour l'instant un grand objectif, mais je me suis dit démarre et vois ce qui se passe. Et donc Voilà, j'ai commencé ouais, à faire c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est vraiment la stratégie des petits pas. L'idée pour toi, c'était de toute façon à un moment donné de pouvoir, je dirais, transmettre des messages, faire peut-être des conférences, des formations dans le domaine du développement personnel, mais dans un premier temps, étant jeune, voilà, l'idée c'était de commencer par quelque chose que tu maîtrises, donc de t'appuyer sur un domaine dans lequel tu as un certain talent, tu es plus ou moins doué, c'est facile pour toi, c'est fluide. Donc là, en l'occurrence, c'était les nouvelles technologies, etc. Et puis, en t'appuyant là-dessus, hop, tu as été petit à petit, comme ça, te dépasser toi-même, parce que quelque part, c'était un travail de dépassement de soi, te dépasser toi-même en allant interviewer ces gens. Et puis ensuite, tu as donc créé ce site. Moi, je trouve que ce concept est quand même assez génial. Ce site qui s'appelle donc Attitude Gagnante. Exactement. En fait, voilà, l'idée pour moi, c'était de me dire... parce qu'en fait, au moment où j'ai décidé vraiment d'aller faire mes interviews de façon, entre guillemets, un peu professionnelle, j'avais déjà des formations, j'avais déjà lu beaucoup de choses, et je me disais, bah tiens, c'est pas une histoire de travailler plus pour gagner plus, parce que j'étais déjà en train de travailler à fond. Donc c'est plus une histoire d'action, même si au début ça peut l'être. Mes objectifs, j'ai l'impression d'être plutôt clair, j'ai l'impression d'avoir quand même de mettre en place des actions. Donc qu'est-ce qui me manque? Et plutôt que de tourner en rond comme je l'aurais fait 8 ans plus tôt quand j'avais 15 ans, ben, je me suis dit, plutôt que de tourner en rond, fais ce que tu as sous les yeux que tu n'as jamais fait. Expérimente, que tu vois ce qui se passe. Et je me suis dit qu'il y a peut-être des grandes chances qu'en allant rencontrer des gens qui t'inspirent, que tu ailles obtenir les réponses dont tu as besoin pour commencer à évoluer. Donc, au-delà d'aller dans les livres, ton idée, c'était vraiment d'aller rencontrer des grands leaders. Ça, c'était ton premier objectif, avec cette idée de capacité à créer un lien privilégié avec eux pour obtenir les rendez-vous que tu voulais, quoi. Ça a été vraiment ta première grande étape, on pourrait dire. Voilà, et je me suis dit, du coup, parce que j'ai, par l'action, compris un truc qui est le fait que tout doit être gagnant-gagnant, et l'idée d'apporter de la valeur. Et je me suis dit que si je le fais bien, et si c'est pro ce que je fais, et si je le fais avec de l'implication, ce ne sera pas simplement de la réception, c'est-à-dire une personne qui m'accorde du temps, mais je vais pouvoir donner de la visibilité à ces personnes-là. Et donc, du coup, si je fais bien mon travail, ben, ça va être de plus en plus simple d'avoir des gens, parce qu'il y aura de plus en plus de vues sur Internet, et du coup, ben, je deviens un nouveau média, en fait. Ouais, un sponsor, en fait, pour ces personnes, en quelque sorte. Exactement. Et alors, justement, dans ton histoire, dans ton expérience, toi qui étais cet ancien timide, qu'est-ce que tu as un petit peu de croustillant à nous raconter, là, en termes d'expérience personnelle, justement? Parce que j'imagine qu'il y a des fois, ça n'a pas tout le monde t'a pas accueilli les bras ouverts. Alors, il y a une histoire qui fait rire pas mal de personnes. Alors, du coup, je peux la raconter. C'est à un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce que tu pourrais rencontrer Mister Confiance en Soi français, la personne où, voilà, Monsieur Confiance en Soi, toute catégorie confondue. Et je me suis dit, je veux rencontrer Bernard Tapie. Alors, on l'aime pas, mais je me suis dit, tout le monde est d'accord sur son audace. Et vu que les Chinois disent, et j'aime bien cette phrase,
voilà, tout le monde est maître dans un domaine, du coup on peut s'inspirer d'une personne, non pas sur tout ce qu'elle fait, mais sur une catégorie. Je me suis dit, je veux rencontrer Bernard Tapie. Et donc je tape sur Google, encore une fois, mon ami favori, et je tape de taper sur Google et t'as rien fait. je tape sur Google Bernard Tapie, et là j'habitais à Lyon, parce que je développais mon activité à Lyon, et je vois Bernard Tapie demain au théâtre à Paris. Et d'habitude, quand je vois ça, je me raconte des excuses, comme beaucoup de gens, peut-être ça va vous parler, je me dis, ah, c'est trop tard. C'est demain, mais c'est trop tard. C'est les excuses que je me raconte pour pas passer à l'action. Sauf que là, manque de bol pour moi, j'ai déjà fait pas mal de conférences, j'ai déjà lu pas mal de livres, donc j'arrive plus trop à me mentir, donc je sais très bien qu'il reste encore du temps pour m'honorer. Et on va le voir tout à l'heure, je me pose 2 questions importantes, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant, et c'est quoi le prix à payer à continuer de te raconter des excuses. Donc je vous écourte l'histoire, je me retrouve à Paris, 3 heures avant le théâtre, la représentation, et je suis justement en train de travailler sur mon ordi à McDo. Et là je me repose une nouvelle question qui est, tiens David, est-ce que tu es en train de travailler à McDo parce que c'est la meilleure chose à faire, ou est-ce que c'est parce que c'est confortable? Et vu que maintenant j'ai de plus en plus de clarté, d'authenticité avec moi-même, je me rends compte que c'est pas parce que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est parce que c'est confortable. Donc la question qui suit, c'est est-ce que je pourrais expérimenter des choses nouvelles qui peuvent peut-être me permettre d'atteindre mon objectif. À savoir que mon objectif n'était pas de rencontrer Bernard Tapie, mais de proposer une interview, ce qui est complètement différent, et on le verra je pense juste après. Et donc du coup, je me mets à discuter avec à des personnes dans la rue, autour du théâtre, et là il y a quelqu'un qui sort du théâtre, il me regarde, il ouvre, il me dit, voilà, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, je viens pour rencontrer Bernard Tapie. Il dit, oui, c'est ça, écrivez-lui une lettre dans ces cas-là. Je crois pas spécialement au pouvoir des lettres. En revanche, j'ai écrit une lettre, tenez. Il est un peu surpris par l'approche, parce que j'avais écrit une lettre dans le TGV, et je lui donne ma lettre, il va dans les loges, je dois attendre à peu près 20-25 minutes, alors je me dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va le faire? Et il revient et me dit, écoutez, Bernard Tapie n'accepte pas les interviews. Et là, il y a mon cerveau qui s'affole et qui dit échec, comme d'habitude. Ah échec. Et du coup, et là, je me rappelle un truc. Je me dis, est-ce que c'est vraiment un échec, David? Donc, j'ai envie d'abandonner. J'insulte intérieurement Bernard Tapie. Je me dis, ils ont bien raison, les médias. C'est 3 petits points. Et là, je me rappelle un truc. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'est quoi le prix à payer à encore continuer à te raconter des excuses? Parce que généralement, quand j'ai un échec, je rentre chez moi et je raconte à moi-même et aux autres, j'ai tout essayé. Et c'est faux, j'ai pas tout essayé et je le sais très bien. Donc c'est un peu tendance qu'on a tendance à tous se dire quand effectivement on a essayé de faire quelque chose et qu'on n'est pas vraiment arrivé à nos fins. Finalement, on finit par baisser les bras et par dire ouais, mais ça marche pas. Ouais. Exactement. Et là, sauf que vu que je connais le truc, j'arrive pas à me mentir. Donc je me dis non, c'est faux, t'as pas tout essayé. Donc je continue de parler à des gens et j'ai quelqu'un de la sécurité qui me dit Bernard Tapie, quand il sort là. C'est une information importante. Alors du coup, je suis sa pièce de théâtre et je sors et je me place exactement là où il m'a dit. Et j'attends. Et là, il y a toutes les personnes qui sortent à une 30aine de mètres et je me trouve ridicule. Et c'est toutes les fois, je pense que ça va vous parler, où on a l'impression que les gens nous regardent au restaurant et je veux dire, ils me trouvent ridicule. Et en fait, je réalise que je fais une sale grimace aussi. C'est-à-dire que vu que j'ai peur du regard des autres, à ce moment-là que je me sens critiqué, moi-même j'ai une attitude qui est pas très positive. Donc qu'est-ce qui se passe en face? Ils ont l'impression que c'est moi qui les critique. Donc je me dis intérieurement que voilà, ils sont en train de me critiquer et je fais un petit ajustement physique tout simple, je me mets à sourire et je réalise qu'il y a 40 personnes qui se mettent à sourire, c'est incroyable. Donc je me sens mieux. Et là il y a Bernard Tapie qui arrive. Et je me dis pareil, non je vais pas y aller, il est énorme, il est encore plus gros que je l'imaginais, encore plus grand que je l'imaginais et il me fait peur et qu'est-ce que je vais bien lui poser comme question? En plus il m'a déjà dit non, il va mal le prendre. Et je lui dis non, c'est quoi le prix à payer à rentrer chez toi maintenant? Et qu'est-ce que tu vas sentir comme fierté si tu le fais? Et je réalise que le plus important, c'est pas qu'ils disent oui ou non. Ce qui est le plus important, c'est que je m'honore et que je fasse quelque chose que je ne connais pas pour élargir ma zone de confort. Donc je vais lui parler, je lui tends la main, je dis voilà, je m'appelle David Laroche, je vous ai envoyé une lettre tout à l'heure. Et il me laisse pas finir, il me dit oui, je sais, mais non. Deuxième échec, c'est génial! Et là, généralement, quand j'ai 2 échecs, je rentre chez moi et je dis à tout le monde et à moi-même, j'ai vraiment tout essayé. Et c'est faux, c'est des conneries qu'on se raconte. Et là, je sais très bien que c'est pas vrai, j'ai pas tout essayé. Et donc là, il marche devant moi, il est en train de partir, il est en train de sortir du théâtre. Et je me rappelle un truc qui est une clé de communication que j'adore, c'est que pour rentrer en lien avec quelqu'un, le mieux, c'est de rentrer dans son univers. Et je me dis, Bernard Tapie est un bourrin, donc pour rentrer en lien avec un bourrin, il vaut mieux devenir un bourrin. Exactement. Donc je me mets à marcher plus vite que lui et je me remets face à lui.
Et là, voilà, je revois sa tête, ses yeux, et je me dis, ouh, il va vraiment m'en mettre une. Mais c'est pas grave, on verra bien. Et je lui dis, voilà, si c'est une question de temps, eh ben, on prend 10 minutes. Il me dit, non, non, c'est pas une question de temps, j'ai pas de temps, et il remarche. Troisième échec, c'est génial. Et là, je me dis, ok, David, maintenant c'est bien, tu peux être fier de toi parce que je n'avais jamais expérimenté en si peu de temps, autant d'échecs en peu de temps. Donc j'avais atteint mon objectif qui était d'élargir ma zone de confort. Mais vu que j'étais bien parti, je me dis, est-ce que tu pourrais pas aller un peu plus loin? Donc je me remets à marcher plus vite que lui, je me remets face à lui, je carte les bras. Je lui dis, Et là, voilà, je me jette. si c'est le fait d'être filmé, on la filme pas parce que j'avais pris mon matériel. Et là, il me regarde droit dans les yeux et je me dis, cette fois, il va vraiment me mettre une. Et il se marre, il rigole. Il y a un grand silence. Il me dit, j'admire ta détermination. Mais non. Et du coup, quatrième échec. Et là, il sort du théâtre. Et je me retrouve face à toutes les personnes parce que je faisais ça en public. Et là, je me dis, cette fois, j'en suis sûr, tout le monde me trouve ridicule. En fait, je me rappelle de ce détail qui est pas un détail anodin. C'est que, bah, d'ailleurs, quand je faisais des stages, des formations, entre autres les formations avec Paul et d'autres que j'ai fait, où je clarifiais mes objectifs, j'avais marqué sur une feuille, je suis persévérant. Et au moment où je me rappelle de ça, je me dis, waouh, en fait, tu es en train de vivre exactement ce que tu as demandé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me sens bien. Et je me rappelle aussi que si j'avais rencontré, moi, 8 ans plus tôt, quelqu'un en train de faire ça, j'aurais pas forcément souri. Et donc, le fait que les gens sourient pas, ça veut pas dire qu'ils me critiquent. Il y en a qui me critiquent, il y en a peut-être qui admirent, il y en a qui rigolent parce qu'ils trouvent ça drôle, et il y en a qui s'en foutent. Et en fait, le plus important, c'est pas eux, c'est le fait qu'à ce moment-là, moi, je suis en train de réaliser ce qui est important pour moi. Alors du coup, je me dis, là, je reprends mon énergie, est-ce que je pourrais pas aller un peu plus loin? Donc je sors du théâtre, et là, il y a une voiture noire métallisée qui arrive, il y a Bernard Tapie à côté, et je me mets à faire un truc que je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Je lui mets la main sur l'épaule, et je lui tends une autre lettre. Et là, je ne dis rien, mis à part lui tendre la lettre. Il me regarde droit dans les yeux, il est quand même surpris. Et je lui dis juste, c'en est une autre. Et il est vraiment surpris, il me prend la lettre des mains et il me dit, je la lirai. Et du coup, moi, je rentre à Lyon et je me sens fier de moi. Et j'adore raconter cette histoire dans les conférences parce que je sais que tout le monde attend maintenant, ceux qui nous écoutent maintenant, se disent, mais est-ce que ça a marché? J'adore cette histoire parce que je pourrais prendre une autre histoire où ça flatterait davantage mon ego, mais c'est que j'ai pas eu de réponse de Bernard Tapie. Donc du coup, aux yeux de plein de gens, ça va être interprété comme un échec, comme un cinquième échec. Alors que le plus fascinant, c'est pour ça que j'adore cette histoire, c'est que mon cerveau, il a associé échec, 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 échec égale fierté. Et persévérance. Et persévérance. Et est-ce que c'est étonnant du coup que dans les 6 mois qu'on suivit ce soir-là, je me suis mis à avoir plus de oui de personnes inaccessibles normalement parce que j'avais développé le sentiment de je peux faire ça. Et c'est le début de la confiance en soi. J'adore cette histoire parce que ça montre bien que je n'étais pas venu voir Bernard Tapie pour rencontrer Bernard Tapie, mais parce que j'avais envie de développer un truc au travers lui qui était la persévérance. Et la vie, elle est bien faite. C'est qu'au final, ce soir-là, il m'a aidé à sa façon à développer la persévérance. Et le mieux dans tout ça, c'est que dans tous les cas, c'est pas perdu. C'est pas parce qu'il m'a dit, j'ai pas eu de nouvelles que dans tous les cas, c'est perdu. Donc voilà, j'aime bien cette histoire. Et ce qui est le plus important pour moi à retenir, c'est qu'un, il n'y a pas d'échec, c'est que de l'apprentissage. Deux, ce qui compte, c'est pas le résultat, mais c'est l'idée de s'impliquer un peu plus. Et voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Ok, David. Et alors effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de voir comme à un moment donné, finalement, le fait de ne pas avoir abandonné t'a permis de tirer une leçon de cette histoire-là qui est effectivement valorisante, qui t'a permis de te sentir fier, de développer ta persévérance. Que c'était pas effectivement peut-être de cette façon-là que tu t'imaginais que ça se passerait, mais en tout cas, finalement, c'est pas un échec. Finalement, c'est même plutôt une réussite puisque derrière, comme tu dis, ça t'a donné des forces supplémentaires pour affronter les autres personnes après, peut-être insister un petit peu plus en interview. Peut-être, tu vois, c'est une leçon qui peut bien servir à des commerciaux dans des entreprises qui prennent des portes et qui, à un moment donné, sont renforcés par le fait de prendre des portes. Mais d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, je pense que c'est un enseignement qui est valable pour tout le monde, de juste des fois oser demander. J'ai une personne qui, suite à un de mes séminaires, la première action qu'elle a définie, parce que j'insiste beaucoup sur l'action, ça a été d'aller voir son chef et demander une augmentation. Ça paraît tout simple, il y a plein de personnes autour qui lui ont dit mais attends, c'est pas si simple. Et le plus fascinant, c'est que j'ai reçu un mail peut-être 2 mois plus tard en me disant David, j'ai eu 165% d'augmentation, parce qu'en fait la personne du coup a été promue à un autre poste.
Ouais. Et Comme dit en fait, quelqu'un que je connais très bien, le seul risque que vous avez à demander quelque chose, c'est d'obtenir un oui. N'est-ce pas, exactement. Paul? Et non, ce qui est aussi très intéressant, moi je trouve, dans cette expérience, c'est que la richesse est davantage dans la leçon que dans l'événement, en fait. Oui. Ah, c'est Exactement. ça. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est que Que pour dans le résultat. une histoire qui va beaucoup contribuer à ton développement, ne serait-ce que par son exploitation. Alors maintenant, David, Donc, merci Bernard. Oui. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les autres interviews? Parce qu'au départ, tu as plutôt été interrogé des gens qui étaient dans des milieux sportifs, enfin, ou qui avaient fait du spectacle, des choses comme ça en France. Et puis ensuite, tu es parti dans l'idée de faire une tournée aux États-Unis. Donc d'aller. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce processus et puis peut-être nous donner quelques exemples de personnes que tu as interrogées donc, quand tu es parti là-bas? En fait, voilà, pour expliquer un peu ma démarche, vous l'avez dit tout à l'heure, un truc qui est vraiment important pour moi, c'est le fait d'incarner ce que je transmets. Et, et moi-même, d'appliquer d'ailleurs mes propres outils. D'ailleurs, j'ai créé une formation en ligne qui est en 21 jours. Bah, en ce moment, je suis en train de moi-même suivre ma propre formation pour aller me challenger par rapport aux outils que je transmets. Et je trouve ça important, très important. Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose, un projet qui te passionnerait et qui te challengerait en même temps, qui te ferait peur, que tu pourrais l'expérimenter. Je me suis dit, ça fait longtemps que tu aimerais rencontrer des leaders américains, mais tu as un anglais médiocre et tout ça. Est-ce que ça ne serait pas là justement une belle opportunité d'annoncer un défi? Et j'ai annoncé donc le défi publiquement, de partir 30 jours aux États-Unis, 33 jours exactement, pour rencontrer 30 leaders américains en arrivant sur le sol américain sans rendez-vous programmé, avec un anglais médiocre et sans réseau. Et du coup, ça c'était donc, on est parti en juin. Et Avec ça les pieds s'était attachés avec une corde et avec deux mouches. exactement. Et le bilan du coup du premier voyage, c'est qu'on n'a pas fait 30 interviews, mais 52 interviews en fait en 33 jours. Et, et ça m'a permis moi-même de passer à un autre niveau, que ce soit au travers des rencontres, grâce à l'anglais, etc. Donc les personnes qu'on a rencontrées, voilà, il y en a 52, donc je vais en citer quelques-unes. Il y a le patron de Success Magazine, qui s'appelle Darren Hardy, voilà, en version française, voilà, qui est vraiment passionnant. On a rencontré quelqu'un qui s'appelle John De Martini, qui est vraiment, pour moi, une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Euh, Mark Victor Hansen, qui est le co-auteur de Bouillon de poulet pour l'âme. C'est un livre qui est vendu à 500 millions d'exemplaires dans le monde, donc c'est assez hallucinant. On a rencontré John Gray, qui est Mars et Vénus. Lisa Nichols du Secret. On a rencontré 5 personnes du film Le Secret avec une question bien difficile qui est comment ça se fait qu'il y a tant de personnes qui ont vu le film Le Secret mais qui n'ont pas de résultat. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et est-ce qu'ils vous ont mis dehors un coup de pied dans le derrière? Non, Non. parce que j'ai posé des questions plus gentilles avant. D'accord. Tu t'es bien pris, d'accord. Mais du coup, non, mais c'était même passionnant les réponses qu'ils nous ont données. Qui d'autre Joseph McClendon qui co-anime avec Anthony Robbins. Il y a eu Brian Tracy qui est un des auteurs les plus connus aux États-Unis. Ah oui, Seth Godin qui est un des papes du marketing. Donc voilà, vraiment des personnes qui m'ont fait grandir, qui m'ont ouvert l'esprit, et plein de belles rencontres et beaucoup de challenges pendant ces 33 jours. D'accord. Donc là, je dirais qu'on va avoir le plaisir durant les mois qui vont venir, voire les années, puisque ça fait quand même beaucoup d'interviews à publier, de pouvoir découvrir au fur et à mesure ces différentes interviews et les différentes donc recettes que tu as pu extraire en fait quelque part, parce que au travers de ces différentes interviews, tu analyses ce qui t'est dit et derrière tu en extrais donc des recettes ou en tout cas des outils, des méthodes pour avancer, pour que chacun puisse avancer de son côté. Donc Exactement. justement, c'est ce qu'on va voir donc Ah, sur la troisième Guillaume, partie. Oui, ouais, j'aurais juste une dernière petite question à poser concernant ce point, avant de passer cette étape là, pour libérer son potentiel. Dans tous ces interviews que tu as eues, toi, David, s'il y en avait un comme ça auquel tu repenses plus souvent, ou s'il y avait une leçon ou quelque chose qui t'ait touché plus profondément, ce serait quoi? Alors, en choisir un, ça va être difficile. Là, ce qui m'est venu spontanément, c'est trois en t'écoutant. Les trois gros messages pour moi, même s'il y a beaucoup d'autres messages, mais les trois forts, ça a été clairement un message d'authenticité qui s'est développé avec Mark Victor Hansen et David Allen, qui est l'auteur de Get Things Done. Euh,
Alors, voilà, un premier message qui m'a touché, en fait, c'est Mark Victor Hansen qui m'explique, en gros, que si j'essaye de me monter trop aux yeux des gens, eh ben, mon public et les gens que j'accompagne vont descendre. Et j'ai trouvé ça m'a marqué, en fait, tout au long du voyage, parce qu'il y avait toujours une partie de moi avant les États-Unis qui avait envie de, voilà, de montrer le bel angle dans ma vie, ce que je réussis, etc., pour inspirer, en fait. Et j'ai réalisé qu'effectivement, si les personnes m'admirent trop, et bah du coup je suis sur un piédestal et je les aide moins en fait, et du coup ça a été challengeant, mais j'ai commencé à davantage partager dans mes vidéos, dans mes conférences, les erreurs que j'ai faites, les difficultés que j'ai eues. D'ailleurs, même dans la semaine qui a suivi, j'ai fait une formation où je gère ma peur en live, c'est-à-dire plutôt que de simplement en parler, on me voit imbiber de peur et on me voit en live comment je la gère, et ça m'a beaucoup inspiré aujourd'hui de, d'ailleurs dans mes formations, dans mes coachings, de dire voilà, en gros je suis juste un jeune homme, un homme qui est ordinaire, simplement qui a compris certaines choses, qui applique certaines choses, et du coup par rapport à mon message qui me touche le plus, qui est de partager comme quoi c'est possible, ben, je réalise que le fait de montrer que ben, j'ai des doutes, il y a des fois où je doute, que je culpabilise, il y a des fois où je suis en colère, mais qu'en fait, ce qui est génial, c'est à quel point à chaque fois c'est une opportunité pour grandir. Ça, c'était un gros message pour moi. Ne pas chercher à être parfait aux yeux des personnes que j'accompagne. Le deuxième truc au niveau de l'authenticité, ça a été même au niveau de l'authenticité dans mes interviews, parce que j'ai été beaucoup challengé émotionnellement dans ce voyage, parce que je crois qu'à chaque fois qu'on progresse et qu'on passe des paliers, ben, on est challengé à la hauteur de ce qu'on génère. Donc du coup, à force de rencontrer des gens comme ça, et j'avais mis mon entreprise en stand-by depuis 2 mois, et ça me coûtait en plus une belle fortune, parce que je voulais accueillir ces millionnaires et multimilliardaires dans des hôtels de luxe. Donc voilà, il y avait beaucoup d'investissements, temps, énergie, argent, et j'étais pas mal stressé. Et en allant voir David Allen, j'avais même pas envie de le voir, parce que je me disais, mais comment ça se fait, David, que alors que tu as tous les outils que tu as, que tu rencontres tous ces gens inspirants, que tu es dans des hôtels de luxe en train de vivre la vie la plus inspirante, que tu arrives encore à avoir une dose de stress. Ça m'a un peu challengé, même beaucoup challengé pour être honnête. Et j'avais même pas envie d'aller le voir en me disant, bah, tu ne mérites même pas en fait de rencontrer ces gens-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tu vas y aller cette fois, mais que pour les gens. Si tu dépasses ça, il y a des gens sur Terre qui vivent le même challenge que toi, et que tu vas comprendre pourquoi tu as vécu ça. Et donc je suis allé voir David Allen, et vu que mon anglais était assez médiocre, l'interview, bon, elle s'est passée, puis après, on allait au restaurant ensemble, et j'ai vu qu'il se faisait chier clairement avec moi, parce que avec mon anglais qui est pas terrible. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, je vais m'ouvrir à lui et je vais lui dire, voilà, en fait, David Allen, si je suis arrivé 2 heures en retard, c'est parce que justement, avant, je stressais pour telle et telle raison. Et voilà ce qui s'est arrivé, voilà ce qui s'est passé avant. Et je m'attendais pas, en fait, à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le fait que moi, je m'ouvre à lui, il s'est ouvert à moi. Et en fait, j'ai commencé à sentir à quel point je récupérais mon pouvoir, le fait de partager, de libérer, il m'apportait des réponses. Mais le plus fascinant pour moi, c'était que lui a commencé à partager sur ses propres peurs, alors que voilà, c'est un des auteurs les plus connus dans le monde, ses propres peurs, ses propres challenges. Et je me suis mis à faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire accompagner les gens. Et à la fin du repas, j'ai cette personne qui est reconnue mondialement, qui me dit: merci David, tu m'as aidé à gérer une peur. Et là, ça a été un déclic de réaliser à quel point l'authenticité m'a permis, un, de me libérer, deux, de créer un contact avec lui. Et c'est ce qui fait que dans tout ce voyage, j'ai leur numéro privé, alors que voilà, normalement, ils ne le donnent pas. Et qu'en plus, j'ai pu clairement aider à un autre niveau les personnes que j'ai accompagnées en lâchant ce côté piédestal. Ce que j'ai fait dans un sens vis-à-vis de mon audience, je l'ai fait dans l'autre sens vis-à-vis des gens que j'ai rencontrés. Bon, pour faire pour faire une petite parenthèse, c'est une belle intégration du type 3 en énéagramme. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire effectivement que c'est intéressant ce que tu dis sur ce rapport qu'on peut avoir à soi quand on est justement dans ce milieu un peu de la formation, du développement personnel, du coaching, et qui fait que on a certaines connaissances et qu'on apporte certaines réponses aux personnes, et que peut-être des fois les gens comme ça se projettent des choses sur nous en disant voilà, c'est des personnes qui ont un certain niveau de connaissance et qui doivent donc être certainement impeccables, avoir tout le temps confiance en eux, ne jamais avoir peur, jamais être dans le doute, et qu'en réalité, enfin en tout cas moi je peux en témoigner aussi, en tout cas pour ma part, je suis régulièrement assailli par des doutes. Je me repose aussi régulièrement la question de savoir si j'ai vraiment ma place là-dedans, si c'est vraiment si je suis vraiment je dirais à la hauteur pour aider les autres, etc. Donc je dirais que c'est un beau témoignage de dire c'est pas parce que les gens réussissent ou parce qu'ils donnent, je dirais, les signes extérieurs de réussite et de confiance, que pour autant, à l'intérieur, ils sont pas traversés par des doutes, ils sont pas traversés par des peurs, ils sont pas à des moments déstabilisés, ils ont pas des moments où ils perdent un peu les pédales. Voilà, donc je trouve que c'est un beau témoignage.
Mm. Donc ça, c'était le premier point, David, cette profonde authenticité. Voilà, après, si je devais rajouter un autre point plus spécifique, voilà, juste pour finir sur ce que j'évoquais, c'était que du coup, c'est pas que je stresse autant qu'avant, parce que sinon ça servirait à rien tout ça, mais qu'en fait, c'est ma capacité à le gérer, à le transformer qui est beaucoup plus rapide qu'avant. En fait, voilà, et du coup, c'est ce que je voudrais partager, c'est que la colère, il y en a toujours, des peurs, il y en a toujours, mais simplement, ça a des niveaux différents et une capacité à transformer qui est beaucoup plus rapide. Euh, voilà, toute la magie de l'évolution. Et donc, le deuxième point qui m'a, qui était au cœur de ce voyage, c'était la capacité à oser demander. Alors, je le savais déjà, parce que sinon, j'aurais pas développé mon entreprise. Mais simplement, avec Julie, qui est donc ma copine, on s'est amusé à demander des trucs dans tous les sens pour aller un peu tester, voir jusqu'où on peut arriver à obtenir des choses quand simplement on pose la question. Et voilà, l'exemple tout simple, c'est juste un truc marrant. On était dans la rue à San Francisco et Julie, elle avait la GoPro, c'est une caméra qui est sur la tête. Et on passe devant une limousine et Julie qui me dit, voilà, et si on demandait de faire un tour de limousine gratuit? Le truc qui est pour la plupart des gens, mais attends, il n'a pas que ça à faire, ça marche, c'est pas si simple. Et donc je dis, bah Julie, bah tiens, demande simplement. Et je parle de ça pour justement montrer que ça marche pas que pour moi et que c'est là Julie toute seule qui le fait, qui se penche dans la voiture, qui parle au type en disant, voilà, est-ce qu'on pourrait faire un tour de limousine gratuit? Et il explose de rire, elle dit, non, mais c'est vraiment sérieux. Et du coup, on se met à faire un tour de limousine gratuit. D'ailleurs, il y a même la vidéo qui est filmée, qui est en ligne, qui s'appelle Get Lucky sur Internet. On s'est mis à demander d'avoir des suites dans les hôtels gratuitement, sans repayer, et dans 4 hôtels différents, ça a marché. Et je me suis mis à demander tout un tas de trucs et réaliser à quel point, quand on demande quelque chose dans la bonne énergie, avec de la certitude, et ça, c'est tout le fruit de mon travail que je développe sur moi et que j'aide les gens à développer en eux, à quel point ça accélère. Et c'est pour ça que les gens me disent aujourd'hui, mais comment ça se fait qu'en si peu de temps, tu as réussi à rencontrer des gens si inspirants? Et ben, c'est entre autres parce que j'ai encore développé un niveau du dessus, même quelques niveaux de supérieur, la capacité à demander dans la certitude. Voilà. Ouais, Ok. Et la Ok. troisième chose, c'est la capacité à prendre des risques, faire des choses sans savoir si ça va marcher ou pas. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Se mettre en déséquilibre. Exactement. Se jeter à l'élastique sans trop savoir si ça va tenir. C'est un petit peu ça l'idée. Ok, très bien. Eh ben, alors je propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de démarrer donc la troisième partie, où on va découvrir donc ta fameuse méthode en 7 étapes pour libérer son potentiel et réussir. Voilà, donc je propose à Max de nous envoyer la musique, et puis on se retrouve dans une minute ou deux. Oui, bonsoir à tous. Alors à nouveau, toujours en direct avec David Laroche sur Univers Gaïa. Nous abordons donc cette fameuse troisième partie que j'avais déjà annoncée. J'ai fait une petite confusion tout à l'heure. Mais après ces interviews, la stratégie d'interview, on va enfin arriver à la méthode en 7 étapes pour libérer votre potentiel. David, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Qu'est-ce que tu peux proposer à nos auditeurs de concret, justement, que tu as pu expérimenter? Donc, pour être plus clair pour être plus précis, est-ce que tu veux des exemples concrets ou que je déroule les 7 étapes pour chaque étape Alors, des ce qui serait bien, c'est que tu nous donnes un petit peu les 7 étapes, et puis D'accord. que ensuite peut-être tu illustres chaque étape si tu as un D'accord. exemple qui vient, que tu l'illustres par un exemple. Ok. Donc déjà pour moi la première chose la plus importante, on le retrouve dans pas mal de livres, mais je veux vraiment insister là-dessus. C'est pour moi la première étape, c'est l'étape destination, c'est-à-dire de savoir déjà quel est mon point B, vers où je vais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je veux réussir, je veux avoir une belle vie, je veux avoir plus, mais plus c'est quoi? Et j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation en me disant je j'ai pas la vie que je veux. Et je leur pose une simple question, est-ce que tu sais la vie que tu voudrais? La plupart du temps, les personnes ne savent pas. Donc c'est très difficile d'avoir la vie qu'on veut quand déjà je ne sais pas la vie que je veux. C'est aussi difficile d'avoir des opportunités dans sa vie quand je ne sais pas ce qu'est une opportunité. Et ce que je crois, par exemple, si on parle de libérer le potentiel ou libérer la confiance en soi, par exemple, c'est très proche pour moi, c'est qu'il faut que je sache déjà pourquoi je veux libérer cette confiance. Que la confiance et le potentiel, c'est un outil qui permet de réaliser ce qui est important pour soi. Et du coup, dès qu'on commence à être clair sur ce qui est important pour soi, de façon très très précise, en mettant des objectifs qui sont les nôtres et pas ceux de la société ou ceux d'Hollywood ou ceux de papa-maman, parce que j'accompagne des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont encore inconsciemment les objectifs de papa-maman, mais mes objectifs, la motivation, l'énergie, elle va commencer à arriver. Et du coup, je vais commencer à trouver un sens dans le fait de me dépasser. Parce que les 6 étapes qu'on va voir juste après, j'ai bien remarqué un truc, c'est que finalement, des fois, notre plus gros problème, des fois, c'est que notre vie, elle va presque trop bien. Elle va tellement bien, ou
entre les deux en tout cas, que du coup, pourquoi sortir de la zone de confort? Pourquoi faire un nouvel exercice que je vais présenter juste après, qui est inconfortable? Pourquoi passer à l'action si je ne sais pas justement pourquoi? Et l'idée, c'est que je vais commencer à gérer mon stress, je vais commencer à appliquer des exercices, je vais commencer à faire les choses quand je sais exactement vers quoi je vais. Et pour moi, des personnes qui, si je prends Franck Dubosc, qui ont réussi à développer leur confiance, c'est parce qu'à un moment donné, c'était pas juste pour être confiant. C'est parce qu'il y avait cet objectif de devenir humoriste et la confiance, c'était un pilier essentiel à développer. Peut-être d'ailleurs même le pilier essentiel. Martin Luther King, à un moment donné, on lui enlève son objectif. Pour moi, c'est pas la même personne, c'est pas le même charisme. C'est extrêmement lié à quel point son objectif le fait vibrer. Donc la première étape, c'est de clarifier à quel point, de trouver ce qui nous fait vibrer. Et je voudrais préciser là-dessus que pour trouver mon chemin, l'idée c'est d'aller sur le chemin parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais pour moi c'est flou, je sais pas, je trouve pas mes objectifs. Je crois que l'art de trouver ses objectifs, c'est déjà de faire le plus clair qu'on peut maintenant, et c'est déjà super. Et ensuite, on va le voir de mettre en place des actions. Et dans un deuxième temps, de réévaluer, réévaluer et réévaluer sur le chemin. Et je crois que c'est comme ça qu'on trouve ses objectifs. Parce que si j'attends d'être assis en me disant il faut que je trouve mon objectif de toute ma vie, je ne le trouve pas. Donc l'idée, c'est de faire du mieux que je peux maintenant pour déjà être plus clair qu'hier, plus clair qu'il y a 10 minutes. Et pour donner un exemple concret, je vais prendre à la limite un de mes exemples personnels. Et c'est cette fois où je me rappelle, j'étais en cours et le prof demande un volontaire pour faire 2 minutes d'improvisation. Et c'est toutes les fois où il y a quelqu'un d'extérieur qui nous propose de passer à l'action. Donc ça peut être au boulot, il y a quelqu'un qui vous demande d'animer la réunion, ou ça peut être un collègue qui vous propose quelque chose. Et là, je me disais, priez qu'il y ait un volontaire désigné autre que moi. Et ça, je sais que ça parle à plein de gens. Et cette fois-là, il y a quelque chose qui a changé. C'est que généralement, il y a ma petite voix intérieure, alors je l'appelle Martine. Désolé pour les personnes qui s'appellent Martine, alors je vais vous expliquer qu'en fait, pour moi, Martine, elle a pas de problème parce que cette Martine est capable de me dire tu vas pas réussir, tu vas échouer, on va se moquer de toi, tu vas pas y arriver, tu es nul, regarde tout ce que tu as raté. Mais c'est cette même Martine. Mais c'est une sorcière, Martine. Pas vraiment, parce que Elle te jette un sort. c'est cette même Martine qui est capable de me dire à un autre moment de ma vie, et je sais qu'on l'a tous eu, tu vas y arriver, je suis fier de toi, je t'aime, tu peux le faire. Et ce qui m'intéresse moi dans ce pilier destination, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Martine me parle dans un sens et Martine me parle dans l'autre sens. Et une clé que je voudrais partager, parce qu'on a peu de temps ce soir, c'est déjà le pouvoir des questions que je me pose. Et clairement, si avant j'allais pas bien, c'est que je me disais pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu stresses. Et de commencer à me dire cette simple question, qu'est-ce qui est important pour toi, David, maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? En fait, de réaliser que si je reste assis et que je passe pas à l'action, c'est pas mal. Si je le fais, c'est que ça génère du bien-être et de la sécurité intérieure. Il y a une partie de moi qui préfère rester dans le confort, et c'est OK. Mais il y a une autre partie de moi qui aspire à réaliser des rêves et qui sait très bien, d'ailleurs si vous m'écoutez, vous pouvez noter cette phrase, que je ne peux pas atteindre des nouveaux objectifs si je ne deviens pas une nouvelle personne. Et donc pour devenir une nouvelle personne, je dois expérimenter des nouvelles choses. Et donc je le sais ça. Et donc cette autre partie en moi, pour l'exploiter et la faire naître en moi, je vais commencer à me dire qu'est-ce qui est le plus important. Mais cette question ne sert à rien du tout si je ne sais pas ce qui est important pour moi. Parce que ma pauvre Martine, elle a aucun dossier, donc elle va me regarder en me disant mais j'en sais rien ce qui est important pour toi. Alors que si vous m'écoutez maintenant, vous faites un stage, vous participez à une de mes formations, vous faites accompagner par quelqu'un, ou vous travaillez vous-même sur vos objectifs, en utilisant les bons outils, parce qu'il y a plein de façons de le faire, et il y a surtout plein de façons de mal le faire, et vous le faites correctement, et que vous vous demandez qu'est-ce qui est important pour moi, c'est un peu comme être au cinéma, et là d'un coup voir ses objectifs devant ses yeux en disant c'est ça que je veux. Et là le rapport change, parce que alors que je voyais l'inconfort de bouger, je commence à associer le fait de bouger avec le fait de commencer à aller me diriger vers mes objectifs. Et quand une personne dit j'ai du sens dans ma vie, en fait, c'est qu'elle est en train de mettre en place des actions orientées vers ce qui est important pour elle. Donc ça, c'est pour moi, c'est le premier pilier. Donc premier point, pour résumer, premier grand point, être clair sur la destination qu'on veut atteindre, et cette destination doit être fondée sur des aspirations profondes, un système de valeurs, la satisfaction de valeurs ou de besoins, qui font que ça nous anime, que ça génère de la motivation, que ça crée de la motivation et que ça nous donne envie de passer à l'action, en fait, en quelque sorte. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'est-ce qui est important de satisfaire pour moi, en moi, et comment je peux le faire, donc en gros, vers quelle destination j'ai envie d'aller. Ça, c'est le premier point, c'est ça? Voilà, c'est le premier point. Et je voudrais préciser un truc parce que voilà, c'est connu l'histoire des objectifs, mais il y a plein de personnes, et entre autres les personnes qui regardent le film Le Secret et qui n'ont pas de résultat. C'est un des points qui m'a été donné et que j'ai bien constaté autour de moi, parce que je m'intéresse aussi aux personnes qui n'y arrivent pas pour voir comment elles font pour ne pas y arriver, pour justement comparer. Et
c'est de croire que parce que dans un stage ou au travers d'un livre ou une seule fois dans ma vie, j'ai clarifié mes objectifs, que le boulot est fini. En fait, pour moi, ça revient à avoir pris un livre, écrit un livre et l'avoir mis dans la bibliothèque qui fait 400 000 livres. Et en fait, en Ouais. quoi, pour cette question, elle est importante, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que ça va permettre à mon inconscient d'aller, de façon consciente, aller ouvrir ce livre et me rappeler ce qui est Remettre à important jour pour à moi. chaque fois. Ouais, remettre à Voilà. jour cet objectif régulièrement, se le ramener à la mémoire, en fait, en quelque sorte. Se le ramener à la mémoire parce qu'en fait, si je ne passe pas à l'action, c'est que je focalise sur la douleur. Et j'adore faire ce truc-là dans mes conférences, c'est prendre une personne au hasard et faire comme si je lui mettais un pistolet sur la tempe et lui dire, est-ce que si là, tu avais un pistolet sur la tempe et que je te dise, si tu ne réalises pas tes rêves, je tire, qu'est-ce que tu fais? Et ce qui est fascinant, c'est que la personne, si elle a un pistolet sur la tempe, elle va réaliser ses rêves, elle va passer à l'action. C'est quand même fou de devoir attendre d'avoir un pistolet sur la tempe pour aller faire ce qui est le plus important pour nous. Ouais. C'est souvent Ça me quand permet... on est Ouais, c'est souvent quand on est au bord du gouffre qu'on change. C'est souvent quand les gens sont au bord du gouffre, sont vraiment en train de souffrir, je dirais fortement, qu'ils finissent par avoir cette impulsion de changer. Sinon, ils Ce qui montre attendent. bien, ce qui montre bien un levier puissant, c'est l'inconfort dont tu parlais tout à l'heure, David. Hein, c'est-à-dire que non seulement je suis constant d'une destination, mais il y a en même temps cette conscience que j'ai de l'écart qu'il peut y avoir entre ce que je vis maintenant et ce que je peux satisfaire, quoi. Hein. exactement. Et d'ailleurs, je voudrais aller plus loin avec la deuxième question pour moi qui est importante, c'est de réaliser que si je ne fais rien maintenant, c'est un fantasme d'avoir plus tard. Et donc, du coup, je me pose une autre question qui est douloureuse, mais parce que je préfère. De toute façon, on a carotte ou fouet, donc je préfère me mettre la carotte tout seul et me mettre le fouet tout seul, plutôt que de faire comme j'ai fait plein de fois, et je sais que plein de personnes vont se reconnaître dans cette situation, qui est d'avoir une opportunité, de ne pas la saisir et de dire merde, je suis vraiment, et de s'insulter pendant toute la soirée. Et d'ailleurs, plus on a loupé une grosse opportunité, plus on va mettre longtemps à s'en remettre. Et là, du coup, on culpabilise, on regrette alors qu'on ne peut rien changer, on se répète et si j'avais bougé. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me fais souffrir avant si la carotte n'a pas suffi. En gros, si le qu'est-ce qui est important n'a pas suffi, je vais me poser cette deuxième question, c'est quoi le prix à payer, David, à ne pas bouger maintenant? D'accord, ok. C'est soit je me motive avec ce qui m'inspire, ce qui m'attire, ce qui génère chez moi un désir quelque part, un Exactement. plaisir, etc. Soit si ça c'est pas suffisant et c'est pas suffisamment fort, je vais quelque part, je vais du côté de la punition, quoi. En gros, Enfin, si je le c'est fais les pas, deux, quoi. on est un peu dans la technique du chemin de vie en PNL. Exactement, En en version courte. En version courte, c'est juste 2 questions, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on se pose ces bonnes questions, ça peut permettre effectivement de passer à l'action. Alors, je dirais que comme le temps passe, il faudrait qu'on On passe avance, bien à sûr. l'étape suivante. Je dirais peut-être un petit peu plus rapidement. Donc là, on a vu la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce que tu préconises alors? Alors, la deuxième étape, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais en survoler 4 et aller un peu plus dans le détail dans 3, si ça vous va. Ok. Ça permettra parce qu'il y ait du concret pour les Peut-être personnes. pas mal, c'est quand même donner les 7 et puis après de revenir sur les 4 principales. Oui, parce Ok, que bah, tu peux peut-être simplement déjà nous les donner Ok, d'une je fais façon ça. synthétique. Et puis ensuite, on reviendra sur les cas suivants. Ok. Ok, donc la deuxième étape pour moi, c'est cette idée d'évaluation. C'est-à-dire, j'ai défini le point B au début avec ma destination, je vais définir le point A. Le point A, c'est qui je suis en fait, c'est où j'en suis. Et savoir qui je suis pour moi, c'est important. C'est tout ce travail sur ses valeurs, définir ce qui est important pour moi maintenant. Et aussi ce travail sur quelles sont mes forces. J'aime bien utiliser le mot don parce qu'il implique un truc, c'est de donner, c'est-à-dire de mettre ses forces au service des autres. Et pourquoi c'est important pour moi, c'est que je peux avoir un même objectif avec quelqu'un, mais mon système de valeurs va déterminer le chemin. Et du coup, ça va être très difficile de forger la confiance en moi si je suis sur un chemin qui ne me correspond pas et qui me fait valider sur le chemin que c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc, c'était la deuxième étape, c'est définir qui je suis, avec cette idée que si je sais qui je suis, je n'aurai plus jamais peur. Et cette autre idée que si je ne sais pas qui je suis, c'est les autres qui vont me dire qui je suis. Et du coup, bah, c'est un petit peu comme un arbre qui serait fragile. Il a beau monter au sommet, vu qu'il y a très peu de racines, le moindre coup de vent, il est déraciné. Parce que je ne me définis pas moi-même. C'est les autres qui vont me dire, tu es timide, tu n'y arriveras pas, c'est la crise, tu sais, tu as raté ça. Ça, c'est la deuxième étape. D'accord. La Donc trop en troisième étape, référence extérieure, en exactement. référence par rapport à ce que les autres peuvent penser de moi, parce que moi je ne suis pas suffisamment en référence intérieure, en faire référence à ce qui est important pour moi, à qui je suis, à ce qui me motive, C'est ça? Exactement. D'accord. Ok, donc ça c'est la deuxième étape. Exactement. La troisième étape, c'est pour moi cette étape d'action, c'est-à-dire, et j'adore cette étape, c'est que j'ai défini le point A et le point B, c'est génial.
Mais simplement, si j'en arrête là, j'ai juste la tête dans les étoiles. Et c'est super d'avoir la tête dans les étoiles. Et c'est la première étape. Et pour moi, c'est juste de revenir les pieds sur terre. Et je ne crois pas spécialement au plan d'action. Alors, beaucoup de personnes croient avec l'idée d'avoir toutes les actions définies sur le chemin. Moi, je n'y crois pas dans le sens où sur le chemin, je vais devenir une nouvelle personne avec une nouvelle créativité, avec encore plus d'idées. Et donc, j'aurai des meilleures idées. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la prochaine action? Quelle est la prochaine action pour atteindre mon B? Et j'ai pas besoin d'être sûr que la prochaine action, c'est la meilleure prochaine action, c'est juste la meilleure par rapport aux idées que j'ai maintenant. Et quand je dis prochaine action, c'est pas dans 2 ans, c'est qu'est-ce que je peux faire, soit demain, dans les 3 jours, qu'est-ce que je peux faire. Et d'ailleurs, c'est la question que je voudrais poser à tout le monde maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez faire, peu importe ce que vous pensez de cette conférence, qu'est-ce que vous allez faire dans les 3 jours pour passer à un autre niveau. Et juste de faire quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne faites plus. Ça peut être un tout petit détail comme sourire davantage. Voilà. Donc ça, c'est la troisième étape pour moi, c'est de se mettre sur le chemin en fait. D'accord. Action, Ok. se mettre sur le chemin. Enfin, c'est Passer les à premiers l'action. pas. Pardon. Pardon, Paul, vas-y. Je disais donc l'action, hein, passer à l'action, c'est les premiers pas, quoi. Hein. On dit parfois que le premier pas d'un voyage compte pour tous les autres. C'est un peu ça, quoi, cette idée. Alors, je voudrais Ok. insister, je voudrais appuyer sur un truc parce que pour moi, c'est une étape importante voilà, où je voudrais qu'on passe un peu plus de temps parce qu'elle est importante pour moi. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent des actions qui en fait sont même pas des premières actions, sont quasiment un objectif à part entière. Et si je fais ça, le risque, c'est que je suis en train de me donner comme action quelque chose qui est trop inconfortable pour moi et qui du coup va générer trop de douleur à l'idée de l'imaginer et que je ne me ferai pas. Ou alors, si je le fais, ça serait un petit peu comme vouloir apprendre à nager en me jetant dans la piscine. C'est pas la meilleure façon de le faire. Ça peut marcher, mais il y a une grande chance de se créer soi-même un traumatisme. Donc, j'aime bien cette phrase voilà, que je donne souvent. C'est je préfère faire des petits pas régulièrement que des grands pas de temps en temps. Donc, je vais Très chercher bien. une petite action qui est petite et qui est OK par rapport à là où j'en suis. Et souvent, dans les radios, des fois, on me demande voilà, est-ce que tu n'as pas un défi à annoncer aux auditeurs? Et surtout pas, parce que je vous parlais de Bernard Tapie, ça a été un premier pas pour moi, mais c'est un premier pas qui a 1 an. Ça m'aurait traumatisé si j'avais dû faire ça à mes 15 ans. Parce que mon premier pas à mes 15 ans, ça a été de lever la main une fois en cours. Et le plus fascinant, c'est que ça n'a pas été plus inconfortable de faire cette histoire de Bernard Tapie que de lever la main en cours. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que notre système nerveux s'habitue. Et du coup, les méthodes des petits pas permettent d'atteindre des grandes destinations parce qu'en fait, c'est l'inconfort qui est petit, en fait. Mais Mhm. l'idée, c'est que les pas sont de plus en plus grands parce que moi, je grandis. Ouais, en fait, on apprivoise l'inconfort du, Rapidement. Ouais. La confiance, en fait, la confiance, sortir elle met. de sa zone de confort. En fait, Ok, la alors ça, confiance, elle c'était met de le troisième point, hein, la destination, l'évaluation de l'action en trois. Exactement. Le quatrième point. Le quatrième point pour moi, c'est ce que j'appelle l'estimation, c'est développer la capacité à s'estimer en fait, à s'aimer. C'est-à-dire combien ça vaut moi. Et le truc, c'est que je peux avoir un super projet. Si je vais à la banque et que mon projet il est super, mais que moi, l'impression à l'intérieur de moi, je suis une merde. Voilà pour dire des fois ce qu'on peut penser de soi-même. Et ben ça va être difficile de convaincre que mon projet est bien parce que tout ce qui sort de moi du coup n'est pas terrible. Donc c'est la capacité à m'aimer, à me reconnecter à mon passé, parce qu'on a tous eu des difficultés et des souffrances. Et l'idée, c'est d'arrêter de sortir de la comparaison de lui ou elle a plus souffert que moi, ou moi j'ai plus souffert que les autres, mais j'ai juste eu mon passé avec les souffrances que ça implique et comment se réconcilier avec les complexes, se réconcilier avec les frustrations, avec ce qu'on appelle les faiblesses. Et pour voir, en fait, c'est ce que j'appelle l'avantage décalé, à quel point tout ce que je pense être des inconvénients peut se transformer en avantage si je le décide et si j'accepte que ça se fasse petit à petit. Donc là, c'est développer l'amour pour moi-même et l'acceptation de ce que la vie m'a donné. Très bien. D'accord, ok. Donc, Voilà, et c'est clairement, un point très, très important. Ouais. ce qui change, voilà, concrètement, c'est quoi l'impact? C'est que la peur du regard des autres complètement se transforme, elle disparaît pas, parce que le regard des autres, il est toujours important, mais elle se transforme. Ma capacité à sentir que j'ai de la valeur se transforme, la certitude se transforme, et même les gens qui, par exemple, essayent de persuader. En fait, on n'est même plus dans la persuasion quand on est en train de sentir que ce que je fais et ce que je suis, ça a de la valeur, parce que du coup, j'ai plus besoin de convaincre. Ce que je fais, ça a de la valeur. Et je vais, sans le savoir, être en train d'appliquer des techniques de persuasion, mais pas en essayant de convaincre, mais juste en essayant de partager. Parce que je sens que ça a de la valeur. Donc Ça, ça a de c'est la valeur parce que c'est en rapport avec le point 2 de ta théorie. C'est-à-dire qu'en gros, je suis en train de faire des choses qui sont en accord avec mes valeurs, Exactement. ce qui est important pour moi. Donc à partir du moment où je gagne confiance par l'étape 3
en faisant des petits pas progressifs qui me permettent de faire des expériences positives, concluantes et qui me font gagner en confiance, je peux derrière travailler sur l'estime de moi et me dire à un moment donné, bah oui, finalement, même si c'est pas extraordinaire ce que je fais, enfin bref, peu importe, en tout cas, je suis en phase avec qui je suis et donc je gagne en estime. Il y a un peu de ça? Exactement. Et voilà. Et d'ailleurs, pour donner un petit exemple, j'ai une dame que j'ai accompagnée à Paris il y a 6 mois qui est venue me voir et qui a été battue par ses parents et qui, je sais plus exactement l'âge qu'elle a, je dois à peu près 55 ans et qui s'est toujours trouvé moche et s'est toujours dévalorisé et qui me dit, voilà, après avoir fait un deuxième séminaire, parce que les personnes que j'accompagne ont la possibilité de faire une deuxième fois le séminaire gratuitement, me dit, je viens enfin de comprendre ce qu'est l'acceptation et pour la première fois de ma vie, à mon âge maintenant tout de suite, je me trouve belle et je m'aime. Alors qu'on n'a pas fait de relooking, mais c'est juste le rapport à soi-même qui a changé en fait. D'accord, super. C'est vraiment dans la profonde estimation de soi qui passe par cette qualité relationnelle, cette considération qu'on peut se porter, quoi. Exactement. Ok. Donc la 5e étape, c'est ce que j'appelle les émotions. Voilà, émotions. Et en fait, je la divise en 2 parties, c'est-à-dire la dimension plutôt énergie, comment je crée de l'énergie en moi, parce que ça va être important pour me motiver à passer à l'action, pour aller pour la capacité à activer l'énergie en moi. Et une deuxième partie qui est comment je gère ces émotions. Et j'aime beaucoup ce que dit d'ailleurs Thierry Jensen, qui est un ancien chirurgien, un auteur voilà, que j'apprécie beaucoup, qui est un ami aussi, et qui dit voilà, qu'il n'y a pas d'émotions négatives et positives, parce que souvent on est un peu polarisé en Occident, c'est bien, c'est mal, mais il y a juste des émotions agréables et d'autres qui sont désagréables, et qu'en fait c'est tout des signaux d'information. Et j'adore cette analogie de qui aimerait conduire en cachant les voyants rouges de sa voiture. Ça paraît cool à court terme, mais je vais m'attirer beaucoup plus de problèmes si je ne vois plus ces signaux-là que si je les vois. Et alors, si je prends encore un truc plus complexe, c'est l'avion. Imaginez le pilote qui dit à son copilote, cache-moi tous les voyants rouges, je ne veux voir que les voyants verts. On va avoir des gros problèmes si on fait ça. Donc, là, ce que j'adore dans ces piliers émotions, c'est comment je fais pour traiter mes 4 émotions de base, voilà, peur, dégoût, tristesse et colère, émotions désagréables, pour les transformer, les comprendre, les écouter et sentir qu'il y a un signal, il y a une information qui est là-dedans qui me permet justement de me construire et d'évoluer en fait. Donc on est dans l'intelligence émotionnelle. Exactement. Tu invites les gens à aller d'un côté développer leurs émotions positives, celles qui vont les pousser en fait, qui vont les pousser à aller à l'action, etc., qui sont mobilisantes pour eux. Et puis pour les émotions négatives, tu les invites à les analyser, en tout cas, à essayer de comprendre le message qui est derrière, c'est-à-dire en gros quel est le cadeau qui se cache derrière cette émotion et est-ce que tu peux pas changer ton point de vue par rapport à ce ressenti, ou en tout cas ta perception de ce ressenti. Et d'ailleurs, pour en prendre une que pour exemple, parce que c'est une avec laquelle je travaille beaucoup, qui est la peur. Et souvent, la peur, on l'associe avec danger, il y a un risque de... Et j'aime bien recadrer le sens de la peur. La peur, c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que quand je stresse, ça m'indique aussi qu'il y a une opportunité. Et l'exemple que je donne, c'est, imaginons qu'on a 2 personnes à qui on peut parler, et il y en a une qui nous stresse plus que l'autre. Laquelle, au fond de nous, on a plus envie d'aller lui parler? Celle qui nous stresse. Si on a le choix entre 2 métiers, il y a un entretien qui nous stresse un peu plus, c'est souvent celui qui nous plaît le plus qui nous stresse. On a le choix entre aborder 2 femmes différentes. Il y en a une il n'y a pas d'importance. S'il n'y a pas d'importance, c'est peut-être pour ça qu'on ne stresse pas. Et donc, du coup, de réaliser que si j'ai peur, ça m'indique peut-être que juste je suis au bon endroit, en train d'avoir mon corps qui me dit « Hey, il y a une opportunité pour toi », et tu es en train de t'attirer exactement ce qui est important pour toi. Et ça va changer. C'est peut-être aussi ça la peur, c'est que comme tu parlais de zone de confort tout à l'heure et du système nerveux, il va y avoir un changement dans ta vie. Si tu passes cette étape-là, il va y avoir un changement. Donc automatiquement, ça crée une forme de petite résistance ou une petite appréhension, quoi. En gros, oulala, qu'est-ce qui va se passer pour moi si jamais je fais ça? Et d'ailleurs, voilà, et j'aimerais bien dire un truc par rapport à ça qui me fait rire. Il y a des personnes qui se répètent tellement, je ne veux pas stresser, je ne veux pas stresser, je ne veux pas stresser. Et vu que notre cerveau, il écoute bien, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on va s'attirer le job de merde, on va s'attirer la relation de merde. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que dans un job qui nous plaît pas, on n'est pas stressé. On peut être en colère, on peut être dégoûté, on peut être triste, mais on n'est pas stressé, donc c'est parfait. C'est-à-dire que on s'est attiré ce qu'on a demandé et que du coup, effectivement, des fois, dans un truc qui nous plaît plus, on peut avoir un peu plus de peur, un peu plus de stress. Et que c'est clair que pour la première fois où je fais la conférence dont je rêve, c'est un peu normal que la première fois, je puisse avoir mes émotions qui m'indiquent de la peur. Ça m'indique juste qu'effectivement, comme tu l'as dit, je suis là au bon endroit pour passer un palier. Oui, là, on retrouve bien donc à la fois les émotions, les alertes émotionnelles, effectivement, de frustration en opposition avec les alertes émotionnelles, au contraire, de satisfaction, quoi.
Ah oui, et aussi un point important par rapport au pilier émotionnel, c'est que là, c'est le pilier sur lequel je sors le plus du mental. Et j'aime bien dire que on peut être Schumacher, mais si on essaye de gagner le Grand Prix en Clio, ça va pas trop bien marcher. Donc, je crois qu'on a Ferrari et Clio dans le garage et qu'on a Schumacher et pilote amateur chez nous. La vraie question, c'est quelle combinaison je veux utiliser. Et c'est que l'idée que si je mets mon corps en posture de dépression, et on sait tous faire ça, les yeux vers le bas, on stoppe la respiration, ça c'est top pour commencer à arrêter d'oxygéner le cerveau, on se pose des questions de merde, à quel point notre vie elle est pourrie, on se dévalorise, on commence à déglutir, on crispe le corps, et c'est fou à quel point ça va On marcher arrête de respirer. pour commencer à perdre la confiance. Ok. Donc du coup, ça, voilà, c'est dans le pour toi, pilier la émotion, je travaille gestion beaucoup émotionnelle, ça sur passe- comment... Excuse-moi. Pour toi, la gestion émotionnelle passe aussi donc par le corporel, c'est-à-dire l'attitude corporelle est en lien direct avec ce qu'on ressent, avec notre façon de nous représenter les choses et de ressentir les choses, c'est ça? Bah, voilà, des fois, juste de se reconnecter avec le corps, c'est pour ça que des fois, des personnes qui sont déprimées, juste le fait d'aller se faire masser, des fois, ça commence à réactiver un changement. Parce que il y a un corps qui est là et qui existe, qui vit en fait. Donc si Ouais, je prends je le calme. truc que tu as dit ce soir, il faut que j'aille demander à une femme magnifique, ça me stresse le plus, si jamais elle veut me masser gratuitement, en fait. Bah, pourquoi Et pas? peut-être avoir une réponse positive. Il y a des chances que Tu tu aies une peux toujours réponse positive. demander. Et ben c'est ce que je vais faire dès demain. Dès demain. Dès demain. C'était, tu disais, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans les 3 jours? Ben, c'est ce que je vais faire demain. D'accord, très bien. Si tu peux faire ça en caméra cachée, ça pourrait être inspirant pour pas mal de personnes. Oui, ça pourrait être pas mal. Mais la totalité en caméra cachée. Hein. Alors, je vais le on faire. reprend un petit peu notre petit programme. On a vu la destination, c'est le point 1. On a vu l'évaluation, qui je suis, le point 2. On a vu l'action, et en privilégiant l'action immédiate, par petits pas. Ensuite, on a vu l'estimation, cette capacité à se valoriser. Et puis enfin, la prise en compte de l'émotion, c'est le point 5, avec à la fois cette prise en compte des énergies qui me portent, qui m'animent, et puis en même temps, cette prise en compte aussi de ces émotions un peu moins positives. Enfin, quand on dit moins positives, c'est-à-dire qui sont moins plaisantes et qui, au contraire, peuvent justement être révélatrices d'actions justement tout à fait positives. Ça, c'était pour le 5e point. 6e, 7e point. Alors, le 6e point, en fait, c'est la dynamique relationnelle. Et pareil, je la découpe en 2 parties. C'est comment je crée du lien avec les gens, parce que c'est impressionnant à quel point c'est magique, comme ça redonne confiance de rentrer en lien avec les gens. Et du coup, c'est des vraies compétences d'arriver à se connecter aux personnes. Et la grande finalité pour moi dans le fait d'apprendre à se connecter avec les personnes, c'est de se construire un terreau qui est positif. Et j'aime bien parce que mon grand-père est agriculteur et j'ai compris un truc au travers de ce qu'il fait, c'est que je peux être la meilleure graine du monde. Je peux avoir un talent, une graine magnifique avec un potentiel extraordinaire. Et je crois qu'on ait tous cette graine magnifique. Si je suis dans un terreau qui ne me convient pas, je ne pousserai pas. Donc une graine sur du parquet ne pousse pas. Et mon environnement, mon terreau, voilà, mon terreau, c'est mon environnement, c'est les gens que je côtoie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à faire des interviews, c'est que pour développer ma confiance, pour libérer mon potentiel, si je m'entoure de personnes qui dépriment toute la journée, je m'enferme avec eux pendant 6 mois, tester, c'est marrant, sans même pouvoir faire quoi que ce soit, vous pouvez regarder sa carte ou de mettre de la musique, vous déprimerez parce que vous je activez comprends ça. mieux pourquoi tu me donnes plus de nouvelles depuis 2 ans. David. Ok, ça va, j'ai compris. Merci. Et tout s'explique. Et du coup, il y a des études, si vous voulez creuser, au niveau épigénétique, c'est-à-dire le fait que ça a une influence sur l'activation de nos gènes qui sont déjà là par rapport aux gens qu'on côtoie. Et du coup, dans l'autre sens, c'est la bonne nouvelle. Si je côtoie des gens qui sont facilement enthousiastes, facilement optimistes, facilement dans le dépassement de soi, qui passent à l'action, qui sont ouverts, qui gèrent leurs émotions, et ben juste par modélisation, je vais apprendre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a appris à parler en modélisant, en s'inspirant de nos parents. Donc c'est une stratégie d'apprentissage qui est, selon moi, une des plus puissante. C'est juste être au contact d'une personne qui a développé ce qu'on aimerait développer. Le truc, c'est que ça n'arrivera pas comme ça. Ça passe par d'abord faire toutes les étapes d'avant pour me construire un environnement qui est propice à qui je suis, à mes aspirations et qui va m'aider du coup à avancer, qui va me valoriser et qui va avancer avec moi. En sachant que souvent les gens admirent des personnes en se disant qu'ils les admirent parce qu'ils sont pas comme ça et qu'ils aimeraient être comme ça. Exactement. Mais bien souvent, s'ils admirent quelqu'un, c'est qu'il y a une corde sensible, la même corde sensible qui résonne en eux, et que cette qualité, bien souvent, elle est là. Alors comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être une graine qui n'a pas encore été cultivée, mais que cette graine, en voyant la plante qui a poussé de l'autre côté, se dit je pourrais peut-être en faire autant. Et voilà, donc quand vous admirez quelqu'un, moi j'aime bien faire passer aussi ce message, quand vous avez des gens que vous admirez pour certaines qualités, pour certains, par exemple Bernard Tapie tout à l'heure, tu disais pour la confiance en soi, ou
ou d'autres personnes pour d'autres choses, c'est certainement que vous avez en vous la possibilité, le potentiel de développer quelque chose. Exactement, je crois à fond. Ok, donc ça c'était le 6e point, l'environnement relationnel, et c'est vrai qu'on finit toujours par ressembler à l'environnement dans lequel on est. On arrive même à on va ressembler, on finir- voit bien les couples de personnes âgées qui arrivent même à ressembler à leurs chiens des fois, donc c'est marrant. Ou bref. Bon, bref, passons vite. Passons au 7e point. Qu'est-ce que tu disais, David, sur les personnes âgées qui ressemblaient à leurs chiens? J'ai pas compris. Non mais des fois on se... Oui, donc 7e étape, David. Il n'y a pas besoin d'être D'accord. rasé, je crois. Hein. Alors, on continue avec la 7e étape, histoire La de 7e. remonter le niveau. D'accord. La 7e étape, c'est qui s'appelle évaluation et elle s'inspire directement du nom de mon site internet qui s'appelle Attitude Gagnante. Et avant, elle n'existait pas cette 7e, mais en fait, j'ai réalisé en interviewant ces personnes-là de me dire mais comment ça se fait que ces personnes ont plus de résultats que moi alors que j'ai l'impression d'avoir compris et de faire ce qu'ils font. Et j'avais raison, hein, je faisais ce qu'ils faisaient et j'avais compris ce qu'ils avaient compris. Simplement, voilà. Et ce qui me manquait, c'est que pour moi, et c'est l'ingrédient en fait qui va faire la différence, c'est que les personnes qui réussissent ont développé des réflexes, ont développé des attitudes. C'est pour ça que je parle d'attitude gagnante, des habitudes, des attitudes qui leur permettent, sans même y penser, d'atteindre et d'obtenir des résultats que pour d'autres, ça serait compliqué. C'est justement ce qui va faire un conférencier, c'est qu'il ne réfléchit pas à toutes les subtilités qu'il utilise quand il parle. Pareil pour un animateur radio, pareil pour un sportif, pareil pour quelqu'un qui est millionnaire. Et d'ailleurs, c'est fascinant quand d'interviewer un millionnaire, ils le disent tous, c'est le premier million qui est dur, non pas seulement parce que grâce au million, ça permet de générer d'autres millions, bien sûr, il y a de ça, mais c'est aussi parce que pour créer ce premier million, ils sont devenus une nouvelle personne. Et du coup, ils ont développé des réflexes, des façons de choisir, des façons de penser, des façons de décider, qui font que ça devient pour eux facile. Et ce qui m'a passionné, c'est comment aider des personnes à développer les bons réflexes et les bonnes attitudes gagnantes. Donc, tu Alors, appelles quand tu dis... ce 7e point évaluation, c'est ça? Évolution. Ah, évolution, j'avais pas noté. Donc, c'est le niveau d'évolution, en fait, d'intégration, tout ce que j'ai pu intégrer et passer donc en mode automatique. Ce qui fait donc l'acquisition, hein, on pourrait parler de ça, c'est-à-dire de l'acquisition, l'intégration, en fait, de ces apprentissages qui sont passés en mode, cette fois-ci, un peu automatique. Exactement. Donc, c'est Alors, tout justement, ce qui est de l'ordre de la dynamique d'apprentissage, en fait. Quand tu utilises le terme devenir une nouvelle personne, est-ce que tu n'as pas peur que certaines personnes se disent ah bon, mais alors en gros il faut que je sois quelqu'un d'autre pour arriver à réussir, ou tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas plutôt une nouvelle version de soi-même? Voilà, une version plus de soi-même, une version peut-être meilleure, peut-être plus développée, etc. En sachant qu'on reste la même personne, et que parce que des fois je vois des gens qui ont peur du développement personnel ou de la thérapie. Voilà, en se disant aïe, mais moi j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Alors non, vous ne serez pas quelqu'un d'autre, vous serez toujours vous-même, mais en version évoluée, en version améliorée, avec plus de possibilités, avec plus d'ouverture d'esprit peut-être, avec plus de capacité à passer à l'action. Voilà, et juste de réaliser qu'une grande partie de ce qu'on a aujourd'hui découle des environnements qu'on a eus, des apprentissages qu'on a eus, et du coup d'une certaine programmation. Et que voilà, quand je parle de devenir une nouvelle personne, c'est de devenir une nouvelle version de soi-même qui a du coup des nouvelles compétences, des nouveaux réflexes, des nouvelles attitudes, comme une mise à jour. Voilà, exactement. Ok. Très bien, parfait. Et bah donc on a fait à peu près pour les 7 étapes. Au 7 points. Qu'on peut résumer une dernière fois, la destination, l'évaluation de soi-même, le qui je suis, la capacité à se mettre à l'action et agir et à poser des petits actes et se valoriser pour ça, l'estimation de soi. Donc là, on est complètement dans la reconnaissance et la considération qu'on peut se porter et en même temps profiter pour le faire avec les autres. Enfin, l'aspect relationnel. Donc, créer du lien, créer un environnement relationnel, un terreau, comme tu le dis, important, puisqu'on est évidemment fortement influencé en permanence. Donc, c'est créer cet environnement inspirant. Et puis enfin, cette capacité à évoluer qu'on peut mesurer par l'intégration des nouveaux automatismes, hein, puisqu'il y a à la fois ce que nous sommes dans la sensibilité à laquelle on est, mais il y a surtout ce que nous faisons. Et c'est là-dessus que, du coup, on peut aussi s'évaluer, hein, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et je pense que dans tout ça, on pourrait presque rajouter une bonne dose d'acceptation, parce que tu parlais tout à l'heure d'estime et du avec l'acceptation.
Et effectivement, de s'accepter avec ses défauts, de se donner le droit à l'erreur, d'accepter qu'on peut pas toujours être au top, d'accepter qu'on n'a pas toujours des objectifs très clairs, d'accepter que on n'est pas Et en toujours plus, dans l'énergie ouais, d'évoluer. C'est-à-dire, en gros, à un moment donné, de se lâcher un petit peu les baskets, de pas se mettre la barre trop haut tout le temps, de manière à pouvoir progresser tranquillement et profiter des progressions qu'on a et des petites évolutions qu'on a. Parce que sinon, bah, automatiquement, la barre est tellement haute, comme tu le disais très bien tout à l'heure, si on se met la barre trop haute, on est On voit que les boyaux en vert. voilà, on a déjà pas la patate d'y aller, on se dit mais j'y arriverai jamais, c'est même pas la peine, et on se critique et on est dur avec soi-même. Donc un minimum de douceur, un minimum d'acceptation et de bienveillance par rapport à soi-même. Je pense que tout ça, ça fait une super recette pour réussir. ouais. D'ailleurs, Bon, parce que je crois David, énormément. Ouais. notre druide aurait été efficace, en tout cas ce soir, et en tout cas très complet, hein, je crois, par rapport à la fois par ton expérience, mais en même temps par cette belle synthèse, dans laquelle évidemment on retrouve tous les grands principes, hein, développement personnel, mais qui ont été, je trouve, particulièrement intelligemment replacés comme ça, Agencé, ouais. comme des points clés. Voilà, donc j'espère que nos auditeurs vont pouvoir tirer profit un maximum de ces connaissances et puis surtout de passer à l'action puisque c'est finalement ça la clé, la grande clé du succès en apprenant aussi à se faire plaisir, quoi. Alors, on va arriver, je crois, Guillaume, dans la dernière partie puisqu'il nous reste 7 minutes là, pour clôturer cette émission. David, tu peut-être nous faire part peut-être de quelques actualités importantes que tu aurais envie de transmettre à nos personnes qui voudraient peut-être soit approfondir, soit prendre contact avec toi. Comment on peut faire? Quelles sont d'abord les actualités du moment et puis ensuite, quelles sont les modalités que les personnes peuvent suivre pour te rencontrer, se former éventuellement avec toi ou être coaché, puisque tu fais aussi du coaching, je crois. Exactement. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la possibilité de me suivre au travers de mes vidéos, parce qu'effectivement, j'en fais beaucoup. Je crois qu'il y en a plus de 150 déjà publiées en français aujourd'hui. Donc, ça peut être sur les vidéos, sur le site Attitude Gagnante. Pour les personnes qui désirent vraiment aller plus loin et surtout aller en profondeur par rapport aux clés qu'on a vues ce soir, le mieux, c'est toujours de venir me voir en conférence. Donc là, je suis en pleine tournée dans les pays francophones par rapport à ça. Donc, pour citer quelques Non. villes de mémoire. Ouais, sur ce point-là, je crois que j'ai vu qu'il y avait une longue liste en termes de conférences. C'est assez impressionnant. Lyon, Paris, Je peux en Toulouse. citer je peux en citer quelques-uns si tu veux. Oui, vas-y. Donc voilà, il y a Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Cannes, Reims, Toulon, Nice. Il y aura Bruxelles et Liège. Donc pour la première fois où je viens en Belgique, Genève. Je vais aussi aller à Montréal. Donc voilà, Montréal et Québec qui sera en mai. Et il y a d'autres villes aussi que j'ai oubliées. Mais le mieux, c'est de consulter mon site internet parce qu'il y a tout l'emploi du temps. Et le Stade de France, c'est quand? Le Stade de France, pas pour tout de suite parce que Et à chaque fois, c'est encore trop c'est un inconfortable. Olympia. Ce serait Alors, génial. en revanche, il y a un bel objectif qui me porte beaucoup pour les personnes qui sont dans le sud ou alors qui souhaitent se déplacer. C'est que c'est mon prochain défi, donc ça peut être intéressant de le partager, qui aura lieu en mars. Et c'est une salle qui s'appelle le Pazzino. Donc, c'est 2000 places à Aix-en-Provence pour une conférence plutôt one-man show par rapport au thème de la confiance en soi et aussi de comment foirer sa vie. C'est un thème que j'aime beaucoup évoquer. Donc voilà, c'est 2 heures de fun sous un format un peu différent de la conférence et sera lieu en mars à Aix-en-Provence. Voilà, c'est un autre truc aussi. Génial. Et ben voilà. Donc quand je parlais du Stade de France, j'en étais pas très loin. C'est l'étape dans 3 ans quand on t'interviewera dans 3 ans et qu'on dira alors ce Stade de France, comment ça s'est passé? Ok, super. Ben, bravo. C'est vraiment une belle ambition. Puis, bon, il faut quand même enquiller tout ça. Donc, tu as loué un bus. Donc, comment c'est organisé aujourd'hui, David Laroche-Tour? En fait, j'aime bien revenir à Paris déjà parce que j'ai des coachings individuels à honorer. Donc, on a posé 2 conférences différentes par semaine en gros. Donc, on utilise la magie de la SNCF et du coup, en plus, j'ai un bel avantage que je profite des bénéfices d'avoir moins de 25 ans. C'est que du coup, là, ça me permet de prendre le train pour pas cher. Donc, c'est très pratique. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est redonner toutes les villes et puis surtout l'endroit où les personnes qui nous écoutent peuvent se connecter ou se Voilà. renseigner. Et sinon, voilà, un truc vraiment intéressant à faire pour les personnes qui
qui souhaitent pas forcément se déplacer et qui souhaitent en revanche démarrer directement, c'est une formation que j'adore qui s'appelle Libérez votre potentiel en 21 jours. Et c'est l'idée de recevoir une vidéo tous les matins pendant la nuit qui est disponible du coup dès qu'on se lève pour pouvoir avoir une étape chaque matin et un exercice concret pendant 21 jours. Il y a des bonus en plus. Et mon objectif au travers de cette formation, c'est que les personnes, quand elles sortent de la formation, ont clarifié à la fois ce qui était important pour elles, sont passées par les 7 étapes, ont changé leur état d'esprit et surtout ont mis en place les actions pour réussir professionnellement, réussir financièrement si c'est important, réussir au niveau du couple, bref, évoluer par rapport à ce qui est important. Et ça, c'est une formation en ligne qui a un prix vraiment accessible de 197 €, ce qui est en ligne. Et je crois que c'est une des plus belles façons de démarrer avec ce que je propose pour voir comment je travaille. D'accord. Ok. Alors là, Et un truc que je voudrais, une petite parenthèse que je voudrais faire, mais souvent derrière un homme qui réussit ou derrière un grand homme, il y a une femme. Exactement. Et, donc je voulais faire un petit clin d'œil à Julie, qui est donc ton amie, ta chérie, et qui est aussi très très branchée sur tous ces aspects de la psychologie, du développement personnel de l'enfant, et qui a priori, je pense, peut-être beaucoup, j'ai l'impression, au niveau de tes tournées, au niveau en tout cas du rapport avec les personnes qui essayent de te contacter, qui par rapport à l'organisation, etc. Elle a un rôle important à jouer dans tout ça, il me semble. Ah bah c'est simple, elle a un rôle même déterminant sur l'organisation des conférences, le lien avec les personnes. Et d'ailleurs, c'est elle directement qui prend en charge le lien avec les personnes qui me suivent ou qui se posent des questions. D'ailleurs, si vous voulez directement contacter pour avoir davantage de réponses, je peux partager une adresse email. Vous pouvez contacter contact@larocheproduction.com, production sans S. Et d'ailleurs, c'est Julie qui vous répondra. Voilà, pour la petite parenthèse. Bon, Ok, excellent. super. Alors, on félicite bien sûr Julie, qu'on connaît, qu'on adore, pour d'abord toute cette énergie qu'elle met, et puis aussi cet investissement dans ce beau C'est un projet. duo de choc. C'est un duo de choc. C'est un Oui, duo. d'ailleurs, voilà, pour préciser, elle m'aide au-delà de l'aspect organisation, dans le sens où elle a elle-même des compétences sur l'accompagnement. Voilà. Ouais, ouais. Bon, ben, notre super Julie, on la remercie, hein, et on l'applaudit encore bien fort pour tout ce qu'elle s'est donné dans cette belle aventure, puisque ça fait quelques temps maintenant que vous travaillez ensemble. Ouais. Donc du coup, on voyage ensemble et on rencontre les personnes ensemble. Elle-même pose des questions d'ailleurs par rapport à comment aider les enfants et les jeunes, surtout les enfants, à s'épanouir. C'est un sujet qui nous passionne tous les deux, donc voilà. Moi, ça me rappelle tous ces moments où on vous tenait la chandelle dans vos premiers jours. Bon, alors, disons, On pour arrive la sur suite. la fin de l'émission, mon cher Guillaume. Alors, peut-être déjà remercier, bien sûr, David, hein, pour sa présence. On peut aussi remercier toute l'équipe technique, hein, Maxime Robin et Isabelle Coupeau, qui sont bien sûr responsables de cette nouvelle radio, Univers Gaïa, et qui nous accueillent chaque mois, à part pendant l'été, mais sinon qui nous accueillent chaque mois pour le 3e lundi du mois, de 21h à 22h30 pour une émission. On peut dire aussi que notre prochaine émission sera avec Jacques Salomé, donc on aura eu David particulièrement jeune, et puis on aura Jacques On Salomé. aura le plus jeune, on aura eu le plus jeune et un des plus jeunes et un des plus anciens, effectivement. Voilà. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc Jacques Salomé avec nous sur Radio Univers Gaïa. Donc ça, ce sera pour Sur l'émission. son livre, qui va nous présenter donc son livre Voyage au pays de l'amour, D'accord. son dernier livre, et on va vraiment parler donc de relations et de comment transformer une relation amoureuse, une rencontre amoureuse en une véritable relation de couple. Donc avec tout ce que ça demande comme comme ajustement, comme travail. Et comme façon de construire les choses. Et d'ailleurs, je reviens sur David et Julie parce que je me souviens qu'au début, David, ils ont aussi rencontré quelques difficultés. Je me souviens de la grande sagesse, malgré leur jeune âge, la grande sagesse avec laquelle ils arrivaient à gérer toutes ces problématiques. On va voir donc que Jacques Salomé va nous donner pas mal de techniques à ce sujet. D'accord. Super. Et puis, mon cher Guillaume, encore une fois, merci aussi pour tes excellentes interventions, questions, et puis tout le plaisir que j'ai évidemment de travailler avec toi sur chacune de ces émissions. Peut-être un dernier mot, David, une information que tu voudrais donner à nos auditeurs.
Voilà, un dernier mot c'est le message le plus important pour moi. Donc, si vous êtes encore connecté ce soir, déjà, bravo de prendre du temps pour vous et pour avancer. Et surtout, je voudrais vous partager à quel point vous êtes extraordinaire et que du coup, prenez le temps par rapport à ce qui est important pour vous et surtout, mettez en place une action là dans les 3 jours que vous ne connaissez pas, qui va être différente, qui peut peut-être vous challenger, mais qui va faire que d'action en action, vous allez commencer à honorer de plus en plus votre vie et qui vous êtes. Et c'est ça qui est magique parce que vous savez qu'en mettant en place ces actions, vous pouvez vraiment réaliser une vie incroyable. Donc c'est possible et ça peut commencer maintenant. Et c'est le bon Merci moment. David, Et super message. pour conclure, Paul, je dirais que c'est le bon moment parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit en début d'émission, mais on est quand même dans une période de rentrée scolaire, de reprise du travail après l'été. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont en phase de changement, qui sont en réorientation, qui rentrent dans de nouveaux, qui sont sur de nouveaux chemins, on va dire. Et donc, il est très important pour leur réussite, pour la confiance qu'ils vont avoir en eux durant cette année, pour le stress, le niveau de stress qu'ils vont vivre ou pas pendant l'année concernant la réussite de leurs examens ou la réussite de leurs objectifs professionnels, de suivre ce type de technique ou de pouvoir profiter de ce type d'approche et de ce type de méthode pour pouvoir y aller avec beaucoup plus de facilité, de simplicité, de rapidité et d'efficacité. Super. Eh ben, merci à tous. Je rappelle notre prochaine émission, donc ce sera le 3e lundi du mois d'octobre, 21h, 22h30. Merci encore pour toutes les personnes qui ont contribué, bien sûr, à la mise en place de cette émission et à son fonctionnement. Et puis, bien sûr, à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux, qui nous envoyez vos petits messages. Je rappelle bien sûr que cette émission a été enregistrée. Vous pourrez donc la retrouver bientôt en podcast sur le site de la radio, Univers Gaïa, et puis aussi sur YouTube. Merci donc à tous nos auditeurs, et puis bien sûr... Surtout aux Varoises et aux Varois. Surtout, tout à fait. Et enfin, puis, aux Varoises surtout. Voilà, prenez soin de vous. Très très bonne soirée. Merci encore. Bonsoir.